Dans le vide comme ça. Donc, 1, 2, 3. Excellent. Donc, bienvenue à Vidange. Aujourd'hui, je suis avec mon co-animateur Gaspard et on reçoit M. Pierre-Olivier Saint-Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben, merci pour l'invitation. Bonjour. Donc, professeur, vous, là, Gaspard, on était en train de parler. Toi, tu l'as eu pour le cours de persuasion à la dernière session. Exactement. Moi, ça remonte un petit peu plus longtemps quand même. Ouais. Début du parcours universitaire, C'est première ça. session pour les cours de GEP. Les Ouais. fameux cours de GEP Les cours de métaux. qui nous suivent finalement jusqu'à jusqu'à la fin de notre parcours. Tout à fait. Je vous laisserai vous présenter un petit peu justement pour commencer votre parcours, comment vous en êtes arrivé à faire de la politique, à enseigner à l'école de politique, puisque vous faites Ouais, en général. Un parcours un peu sinueux, je dirais. C'est-à-dire que, bon, pour faire ça bref, pas un étudiant très studieux au secondaire, que j'étais en fait plutôt de bonnes notes, mais sans faire trop d'efforts, là, qui est le portrait typique un peu de plusieurs étudiants de secondaire. Ce qui fait en sorte que j'étais tout prédestiné à faire des sciences pures, ce que je suis allé faire. Frapper un bon mur, je dirais, au collégial en sciences pures. Très difficile parce qu'aucun intérêt finalement vers ça. J'ai changé vers sciences humaines après une année de sciences pures et c'est là que le déclic s'est fait pour la politique, je dirais. En fait, mon premier cours en sciences humaines, c'est un cours de sciences politiques que j'ai fait à l'époque au cégep à Drummondville, d'où je viens. Okay. Et c'est là où la professeure Edith Dupont m'a un peu donné cette piqûre-là pour la politique. Une piqûre, oui, pour la politique, mais je dirais que d'abord et avant tout, c'est surtout l'enseignement qui m'a frappé. Le fait que quelqu'un m'allume sur un sujet, là, c'est un peu ça qui est venu me chercher puis qui a fait en sorte que, bon, j'ai beaucoup aimé le cours de politique et donc je suis allé étudier en politique, mais c'est surtout l'enseignement qui m'intéresse. Pouvoir transmettre la passion, puis... Oui, la discussion qu'il y a entre des humains qui partagent du savoir, qui partagent des connaissances, qui ont envie d'aller plus loin sur des sujets X, Y, Z. Puis c'est ça que j'aime avec les cours où j'enseigne ici à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, c'est le fait que je suis rarement dans une posture « voici la connaissance ». Je suis davantage dans une posture « voici comment je peux vous outiller, voici comment je peux vous aider, puis maintenant, prenons ça ensemble, puis jasons-en ». Puis à chaque session, j'apprends des étudiants au final. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que ma connaissance, elle s'emmagasine et elle grandit de session en session. Ouais, puis c'est le fun parce que vous avez dit justement, vous avez parlé de l'envie, puis je pense que ça, c'est une grosse différence que j'ai remarqué entre l'université, pas entre l'université, entre le secondaire puis le cégep, puis même un peu plus à l'université, mais où, normalement, quand tu es au cégep, si tu es dans la classe, c'est parce que tu as envie de continuer puis d'apprendre. Au secondaire, bon, tu es comme forcé d'être là jusqu'en secondaire 3, secondaire 5 en général, fait que ceux qui aiment pas ça, ils sont là, ils sont tannants, ils dérangent, mais j'ai l'impression que le cégep, puis encore plus l'université, c'est vraiment justement un endroit où t'as les cours, t'as le prof qui donne quelque chose de magistral, mais t'as surtout l'opportunité d'échanger et d'avoir des conversations avec ces gens-là qui ont un super bagage d'expérience, de connaissances. Ouais. Puis moi, je pense que c'est ça un petit peu qui nous a manqué là, à cause du COVID. Ouais, on en parle souvent. L'enseignement à distance. Ouais, puis tu sais, ça enseigne à distance. Déjà, pour les profs, ça doit pas être super le fun parce que j'imagine que le 3/4 du temps, vous enseignez à des écrans noirs. À des bulles noires, oui, tout à fait. Est-ce que tout le monde m'entend? Il y a une personne après 10 secondes qui lève la main pour dire oui. Fait que, le tempo du cours est pas tout le temps là. Puis je pense que c'est même ça, je pense, moi et Alex, qui nous a donné le goût de faire aussi ce podcast-là, c'est pouvoir se rapprocher des profs, pouvoir se rapprocher des professionnels, puis avoir une chance justement d'échanger sur qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. Puis ça m'amène aussi, on a la chance de parler avec des profs de sujets qu'ils n'ont pas la chance d'aborder dans leur cours. Je pense, entre autres, là, vous, on va en reparler tantôt, mais vous avez fait votre maîtrise, votre mémoire de maîtrise sur l'espace, la gouvernance dans l'espace atmosphérique, extra-atmosphérique. Puis je trouvais ça super intéressant, puis ça sort complètement du cadre GEP. Ou, un peu flyé, ouais. Puis je me demandais, premièrement, juste comment est-ce que... pourquoi l'espace, d'où ça vient, ça? Parce que j'ai pas eu l'impression qu'à l'école de politique, on n'ait aucun cours où j'ai eu la chance qu'on aborde ça. Puis j'ai l'impression qu'on entend en général pas beaucoup parler de ce qui se passe dans l'espace. Fait que
Ouais, ça vient d'où? C'est des vieilles blessures de sciences pures. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est la physique. Non, mais honnêtement, oui, c'est un sujet un peu particulier, effectivement, qu'on entend assez peu parler, je dirais, dans le monde francophone en politique. Dans le monde anglophone, c'est déjà un peu plus développé, l'étude spatiale, surtout l'étude de la gouvernance spatiale. Moi, c'est un sujet qui, à l'époque, moi, j'ai fait mon baccalauréat à l'École de politique appliquée de 2007 à 2010. En 2010, je suis rentré à la maîtrise, et en rentrant à la maîtrise, en recherche, on doit déjà se trouver un sujet de recherche. Et moi, depuis que je suis tout petit, déjà, comme plusieurs autres petits garçons, là, astronaute, c'était le rêve principal. C'est astronaute pompier. Oui, c'est ça, voilà, on descend à l'échelon. Bien évidemment, je me suis pas rendu à astronaute, comme vous pouvez voir. Mais c'est resté un peu en moi, cet amour-là de l'inconnu, de l'espace. Et surtout, je suis aussi un grand fan de science-fiction. Donc, tout ce qui est de l'exploration spatiale, pour moi, ça avait toujours été dans mon imaginaire, si on peut dire. Et j'ai donc jumelé deux passions en même temps, donc la politique et un peu cette passion-là pour l'inconnu, l'espace. Et à cette époque-là, on en parlait très peu encore en 2010, notamment de gouvernance spatiale, mais aussi encore moins de gestion des détritus orbitaux, qui est l'étude de cas dans mon mémoire. On en parlait à McGill. Il y avait à cette époque-là des professeurs là, qui étaient spécialisés en droit spatial, notamment. Aujourd'hui, c'est plus développé à travers les différentes facultés de sciences politiques, là, à travers le Québec, notamment, ou à travers le Canada. J'espère encore éventuellement un jour arriver aux étudiants de l'école de politique appliquée avec un cours sur la gouvernance spatiale. C'est ça que je me disais en lisant le mémoire, j'étais comment il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire, quand même, hein? Ouais, puis je trouve ça intéressant parce que ça reprend quand même des théories. On parle de la théorie réaliste, la théorie libérale, pour expliquer comment est-ce que les différents pays interagissent dans cet espace-là de gouvernance qui est à tout le monde et à personne en même temps. Exact. Fait que je me disais, il y a vraiment un cours de quoi faire là. Je travaille fort là-dessus. Ah, ok, activement en ce moment, là, ouais. J'espère éventuellement arriver à proposer quelque chose là, qui serait accepté par le département pour avoir un cours optionnel, du moins, sur ça. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, ils se joindront. Pour la rentrée 2024? Ça, vous me posez une bonne question. Je ne sais pas pour laquelle. Ah, mais nous, on veut des exclus. Des scoops. Mais avec et tout ce qu'on jase, tout ça est lié aussi au parcours de vie. Hein, le fait d'avoir parfois des emplois, parfois pas d'emplois. Et là, actuellement, je suis beaucoup occupé avec beaucoup d'emplois, donc il y a ça aussi qui retarde des projets comme ça. Ouais, parce que c'est ça, j'allais dire, juste avant qu'on plonge dans plutôt espace, puis la propagande aussi qu'on voulait aborder avec Gaspard, j'ai vu que vous faites partie du Carrefour Solidarité Internationale. Oui. Ça consiste en quoi, juste en général? Parce que moi, c'était en faisant un peu la recherche sur vous, en me préparant, puis j'ai vu que vous faisiez ça, puis vous étiez aussi dans le programme d'études et de recherche en toxicomanie. Fait que oui. Je voulais juste aborder ça. C'est des programmes des organismes qu'on entend moins parler. Oui, tout à fait. Oui, en fait, c'est en lien avec le parcours de vie. Je disais tantôt, j'ai fait mon bac jusqu'en 2010, ma maîtrise jusqu'en 2013. Bref, il est arrivé un moment où là, on finit les études. Là, au début, j'avais comme projet d'aller au doctorat. J'ai abandonné ce projet-là, puis on se ramasse à avoir fini ses études puis à devoir travailler. Ouais, c'est ça. Tomber dans la vraie vie. C'est ça, voilà, la vie d'adulte qui commence. Hein? Le problème dans tout ça, c'est que je savais pas trop vers où me tourner. Ma première porte d'entrée, finalement, dans un travail, ça a été via l'école de politique appliquée parce que, comme plusieurs étudiants, j'ai fait de l'auxiliaire d'enseignement, de la correction. Mais après ça, parce que j'avais bien fait ces emplois-là, quand Marie-Ève Chrétien, à l'époque, est tombée en congé de maternité, ils ont affiché son poste. J'ai postulé et j'ai occupé le poste de conseiller pédagogique à l'école de politique appliquée pendant 1 an. Okay. Ça a été mon premier poste à l'université. Ensuite de ça, quand Marie-Ève est revenue, c'est là où j'ai commencé à avoir des tâches d'enseignement comme chargé de cours à l'école de politique appliquée. Puis en même temps que ça, Eugénie de Stigoulet, au 2e cycle, la conseillère, tombait aussi en congé de maternité. Et donc, j'ai eu, comme pendant 6 ou 8 mois, le poste de conseiller aux études supérieures à l'école de politique appliquée. S'en est suivi d'autres postes. Là. J'ai été conseiller aux études en communication aussi, pour remplacement d'un congé maladie. Après ça, j'ai été coordonnateur des résidences ici dans les E. Donc, j'ai coordonné pendant 6 mois environ toutes les résidences là, du campus universitaire.
Et ensuite de ça, c'est ouvert un vrai poste parce que jusque-là, c'était toujours des congés de remplacement. Ou des Et durant mes remplacements, en fait, j'ai fait le remplacement de programme d'études en toxicomanie. J'ai fait un 4 mois là-bas et quand la personne qui était en maladie est revenue, elle a décidé tout simplement de quitter sa chaise et là, son poste est devenu vacant pour un vrai poste permanent. Et donc, j'ai postulé et j'ai eu le poste qui fait en sorte que pendant 5-6 ans, là, je suis coordonnateur d'études en toxicomanie. Ce qui est un poste, finalement, qu'est-ce que je fais là-dedans, là, puis qu'est-ce qu'on fait quand on est coordonnateur dans un programme universitaire. On gère à peu près tout comment fonctionne le programme, c'est-à-dire, moi, je planifie les cours à l'horaire, j'embauche des chargés de cours, je m'assure que les locaux soient disponibles pour les classes selon les horaires, on fait l'admission des étudiants, on fait la planification des cheminements des étudiants. Puis, est-ce qu'il vous faut une certaine expertise dans le domaine ou c'est plutôt de la gestion, puis dans le fond, ça peut se faire sans nécessairement connaître le domaine ou connaître les C'est une bonne question. À l'université de Sherbrooke, notamment, en tout cas, pour avoir un poste qu'on appelle de professionnel, là, il faut simplement avoir une maîtrise dans un domaine connexe. Donc, une fois qu'on a la maîtrise, on peut postuler sur des postes de professionnels à l'université de Sherbrooke. Bien évidemment, on voit ici que j'étais loin de l'étude en toxicomanie. Mais c'est pour ça que ça m'intriguait. Je me disais, OK. Ils sont venus davantage chercher pour mes compétences de gestion en lien, parce qu'une fois qu'on a le poste, on apprend les logiciels à l'université de Sherbrooke. Il y a différents logiciels, le SIG, le Genote. Bon, il y a plusieurs logiciels qu'on apprend, puis une fois qu'on le sait, on peut les appliquer peu importe le domaine. Ça devient... fait que c'est surtout pour mes compétences en gestion, finalement, que j'ai été embauché pour ce poste-là. Un poste qui, actuellement, je suis en congé sans traitement là, depuis début janvier, fait que je n'occupe pas présentement ce poste-là, mais la chaise est encore à moi pour le moment, mais je suis en congé pour l'année de ce poste-là parce que j'ai eu des opportunités d'emploi là, au cégep, fait que j'enseigne actuellement en temps complet au cégep à Sherbrooke. La dynamique doit être différente un peu enseigner à une classe d'université ou de cégep ou ça... tant que ça, c'est une bonne différence. C'est drôle, c'est dur à expliquer, je dirais. Parce que tantôt je disais, ça doit ressembler un petit peu dans le sens que quand tu es au cégep puis à l'université, tu as envie, ou en tout cas c'est par choix que tu es là. Oui. Mais je me demande c'est quoi la... Probablement que vous l'avez vécu vous-même en passant d'un à l'autre. Le cégep, on n'y est pas par obligation. On a fait ce choix-là d'être au cégep, mais souvent on y est un peu dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'on fait des cours un après l'autre. On n'a jamais fait de l'anthropologie, on n'a jamais fait de politique, on n'a jamais fait de sociaux. Et donc on fait, du moins dans le parcours québécois... moi, je sais pas c'est vrai que t'as pas fait, Je suis franco-belgo-canadien, mais juste par les papiers, pas par la connaissance. Donc, on fait différents cours, puis la tâche de l'enseignant, je trouve, au collégial, elle est différente en ce sens que quand je suis devant mes étudiants, mon objectif, c'est pas qu'ils en sortent férus en politique, c'est qu'ils en sortent éveillés à la politique et qu'il y a un intérêt qui a débuté dans le cours de politique. On en attrape peut-être là, sur la trentaine d'étudiants dans la classe. Il y en a 5-6 qu'on va allumer. Il y en a une dizaine, quinzaine qui vont avoir apprécié le cours. Puis il y en aura une dizaine qui vont avoir passé au travers du cours. Là, qu'on n'aura pas vu. Qu'on n'aura pas entendu. Le fameux dé pour l'histoire. Voilà. Et à l'université, c'est différent. Parce que les étudiants au cégep, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Ils font un cours de politique. Ils savent la plupart pas qu'est-ce que c'est que la politique. Tandis que quand on arrive avec un cours université, notamment vous m'avez eu dans les cours de métaux, donc parlons des cours de métaux. Les cours, quand on arrive dans les cours de métaux, les étudiants qui sont là, déjà, ils sont un peu plus matures, ils sont proches, bon, ils ont la majorité, ils ont parfois voyagé pour venir étudier, ils sont parfois d'autres pays, donc... et ces étudiants-là ont déjà un peu plus une idée d'où ils s'en vont. Ils sont en politique parce que c'est ça qui les passionne d'abord et avant tout, puis ils vont finir par trouver qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire de leur vie à partir de ce domaine d'études-là. Et donc, les étudiants, je dirais, à l'université, ils sont plus participatifs, en ce sens qu'ils ont des connaissances, ils ont envie de démontrer qu'ils ont ces connaissances-là. Et moi, ça, j'aime beaucoup ça, jaser avec les étudiants. M. Gaspard en est témoin. Quand on est en classe, si on peut avoir des discussions avec les étudiants, la matière viendra après. J'aime mieux qu'on jase puis qu'on participe à construire ensemble ce savoir-là. Alors qu'au cégep, c'est moins possible, je dirais, de faire ça parce que les étudiants, ils ont très peu de connaissances sur ces sujets-là. Ouais, ok. Fait que plutôt l'initiation, puis justement, un peu comme ça a été le cas pour vous, en fait. Au cégep, le rôle, c'est vraiment plus d'allumer cette flamme-là. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Puis qu'après ça puisse se poursuivre. Exact. Est-ce que c'est simple parce que vous parliez de communication, de vraiment de transmettre de la connaissance. Quand on fait de la méthodo, est-ce que c'est vraiment si simple que ça parce que, bon, on en a déjà parlé quelques fois, mais c'était
une période un peu compliquée, l'endroit où on vous avait mis dans le planning de la semaine. Ouais. Donc du coup, comment est-ce qu'on arrive à... La méthodo, c'est quand même pas quelque chose qui est très... Oui, c'est un peu ardu quand même pour les étudiants en termes d'intérêt, si on peut dire. Quoi qu'on l'a nommé tout à l'heure, c'est fondamental dans le parcours hein, pour faire ses études, mais effectivement, c'est pas évident. Et même que quand j'ai abandonné cette charge-là, après 5 ans d'enseignement, je l'ai abandonné aussi parce que je commençais à manquer de jus, je commençais à manquer d'énergie pour faire ce cours-là, parce que ça demande, pour faire GEP 114, 115, 116, puis ça c'est mon point de vue bien personnel, mais ça demande beaucoup d'énergie parce que ça demande d'allumer les étudiants qui en même temps ont professeur Gay dans Histoire des idées Paul, qui en même temps ont professeur Lacroix dans Politique canadienne québécoise, puis là vous vous ramassez avec chargé de cours Saint-Arnaud qui vous présente c'est quoi de la méthode. Donc ça demande du jus, ça demande de l'effort, ça demande de l'énergie pour allumer justement ces étudiants-là qui sont pas là pour faire de la méthode, puis qui la plupart du temps quand on parle de GEP 114 ils savent c'est quoi faire du référencement, savent c'est quoi la référence, savent c'est quoi la citation, puis on fait juste rebrasser un peu les cartes parce que les étudiants viennent de partout au Québec, ils ont pas le même bagage, ils sont pas sur le même pied d'égalité, puis il faut ramener tout le monde sur cette même base-là. Fait qu'il y a des étudiants qui sont bien au-delà de ce qu'on essaie de leur montrer, puis il y a des étudiants qui sont bien en dessous de ce qu'on essaie de leur montrer. À chaque session, il y avait des étudiants incapables de faire une page titre, là. On est loin du bagage de connaissances de quelqu'un qui fait ses références avec la méthode APA, là, les doigts dans le nez, là. Et est-ce que le guide de l'EPA, est-ce que c'est un problème pour vous ou est-ce que c'est... Non, c'est une grande aide. Moi, le guide de l'EPA, vous voulez parler du guide méthodologique? Le fait qu'on ait un espèce de modèle hybride de référencement où on est un peu entre l'APA, le MLA, non? Moi, tu fais en anglais, mais... J'ai oublié, oui, ben, on est un peu entre ces différentes techniques-là, soit on peut dire la méthode américaine là, avec la parenthèse à l'intérieur du texte ou la méthode en note de bas de page. Il propose aux étudiants les deux, puis j'aime le fait qu'on n'est pas dans un carcan, voici là, exactement quoi reproduire. C'est un guide, hein, il sert à démontrer aux étudiants qu'ils ont un outil pour bien réussir. Mais en même temps, l'outil permet une certaine flexibilité, dépendamment parfois, par exemple, d'un étudiant qui vient étranger, qui a appris selon une méthode, puis là, il n'est pas démuni devant le fait de tout devoir réapprendre parfois. J'avais pas fait de référence avant de venir ici. Ouais, c'était terrible. En fait, ça semble être lié au système d'éducation français. J'ai aussi des étudiants qui avaient jamais fait de référence avant, mais pourtant avaient utilisé des citations. Non, mais c'est ça, mais on est moins... Je pense qu'on est moins... bloqué sur les citations en fait, où tant qu'on cite la personne, enfin tant qu'on cite la citation et l'auteur, en vrai on est assez chill dessus, mais après bien sûr c'est... Mais moi je trouve ça drôle par contre parce que je l'ai vu aussi ici on dirait que ça vient un peu, ça dépend des profs. Quel prof a décidé que lui c'est important que ça soit référencé vraiment comme le guide? Puis je me souviens avoir eu des cours dans la faculté de droit où le prof disait du moment que je retrouve le nom de l'auteur, le titre, moi vous n'avez pas plagié, fait que vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez, on aurait quasiment pu l'écrire en couleur avec puis ça n'avait pas l'air de déranger. Fait que je trouve ça tout le temps drôle de voir l'espèce de dynamique où il y en a que c'est super important, puis il y en a d'autres qui je veux juste savoir d'où vous prenez ça pour pas avoir plagiat. Mais après j'imagine que plus on poursuit, plus ça devient rigide. Ouais, c'est ça. Je me dis à la maîtrise, puis ces trucs-là, vous pouvez pas faire comme je l'ai pris ici, puis là, je l'ai pris là. Oui, c'est ça, exact. Okay. Mais il y a aussi, plus que ça, il y a aussi, je pense, à travers ça, aussi le paradigme des sciences sociales à travers ça. T'sais, en sciences sociales, on a tendance à vouloir toujours démontrer qu'on est une science. Puis la science, on la démontre par la rigueur dans la recherche, notamment par où on prend nos informations, comment on les a sélectionnées, comment on a triangulé ce qui a été présenté dans les données, puis ça passe un peu par les méthodologies, donc par ici GEP 114, 115, 116, qui servent aux étudiants à s'assurer que tout est en place avant de poursuivre là, plus concrètement. Là. Ouais, puis je pense que c'est aussi dans ces cours-là où on apprenait à faire une recherche. Oui, sans cesse, parce que moi, c'est plutôt ça que j'ai réalisé, le plus mon parcours universitaire avançait, plus j'ai réalisé, ok, c'était plus la partie utile parce que de la référence, j'en avais déjà fait au cégep, fait que c'était quelque chose, tu vois, dans le guide, en théorie, tout est là, je veux dire. Absolument. Fait une fois que tu as eu le cours puis que le guide fonctionne comme ça va bien. Mais la façon de faire une recherche puis de partir très large pour finir avec un sujet précis, puis ça m'a vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué, puis plus que j'avance dans mon parcours universitaire, le plus je réalise, ok, ouais, ça c'était... Quand je le faisais, je me disais, ok,
Ça rentre par une oreille puis ça sort par l'autre, mais c'est clair, ça a l'air simple tout. Mais plus que j'arrive avec des sujets qui sont complexes, puis avec des thématiques où le prof, il va sur, bon, mais écrivez-moi un sujet sur la mondialisation, où il donne un sujet large comme ça, mais il faut que tu écrives un texte quand même. Où là, j'ai vraiment réalisé que, OK, il faut que je décortique mes différentes couches de, mondialisation, après, j'ai les échanges économiques, après... Ah là, vous me faites plaisir, en tout non, cas. Mais ça m'a... Ouais. Je vois qu'il y a des éléments de ce qu'on a vu qui sont restés. Job's done. La douleur, principalement, mais... Nous, c'était pas super, mais ouais, les cours étaient le vendredi matin. Oui, c'est ça. C'était pas tout le temps facile, c'était pas tout le temps... C'est ce que je l'abordais tout à l'heure dans le placement dans la semaine. Oui, je le voyais chez les étudiants qui étaient verts là, le vendredi matin. Là, je voyais que le 4 à 8 du jeudi soir avait été plaisant. Peut-être pas optimal l'horaire. Ouais, c'est ça. Puis en tant que chargé de cours, vous savez, on a que très peu de mots à dire sur ça. Souvent, on est un peu pris dans l'organisation, notamment parce que dans ce cours-là, c'est un cours de 120 étudiants. Fait qu'il y a un local à la faculté qui accepte 120 étudiants. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. En plus, là, c'est plus des cours à 30-40 étudiants. Là, c'est 120 étudiants à la fois. Ça, c'est une affaire. Pas comme notre cours de persuasion où on est 20 la fin de semaine et où là, on a l'embarras du choix sur le local. Là. Ah oui, non, franchement, très bonne expérience. C'est un autre Ça consiste en quoi, ce cours-là, rapidement? Parce que ça m'intrigue, parce que Gaspard, il voulait parler vraiment de propagande. Oui, on pourra en jaser, mais l'art de la persuasion, en fait, c'est un cours qui fait beaucoup hausser les sourcils de par son nom, l'art de la persuasion. En même temps, dans le cours, c'est un peu ça qu'on fait. On déconstruit qu'est-ce que la persuasion, qu'est-ce que la propagande. On jase aussi de l'importance de la persuasion dans la démocratie. Puis surtout, ce qu'on fait, c'est que c'est une formule hybride où on fait à la fois théorie et à la fois appliquée. Dans des fins de semaine intensives où là, les étudiants doivent régulièrement prendre la parole, monter, écrire des communications, les livrer, ces communications-là, et où en classe, on va mettre le doigt sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la communication, qu'est-ce qui a été des bons coups dans la communication, et donc l'étudiant ou l'étudiante là, qui fait ce cours-là, elle a ou il a d'habitude là, une croissance assez exponentielle parce qu'on fait ça là, dans des blocs intensif. Ouais, c'était de l'intensif, là. Je pense que c'était 2 fois 8 heures pendant. Oui, c'est ça. On fait 4 fins de semaine d'environ 15 heures, là. Fait que, effectivement. Avec une rétroaction qui est chirurgicale. Chirurgicale. Non, mais dans ton bac, t'as jamais vu une rétroaction comme ça? Peut-être en 114, 115? Non, même pas. Je réserve cette rétroaction-là pour ce cours-là. Okay. Mais elle est très longue à faire aussi. C'est ce qui me prend le plus de temps dans la correction. Je prends pratiquement par fin de semaine de cours plus de temps à corriger finalement que d'enseigner. Là. À cause que j'enregistre les étudiants avec une caméra qui font leurs vidéos. Moi, après ça, je les revisionne, je les corrige, je leur mets des commentaires et tout ça. Là. OK, c'est une belle formule, ça. Ouais. C'est sûr que là, je comprends d'où ça vient, la croissance exponentielle. C'est sûr que comme ça, c'est... Tout ça en costume et cravate. Ouais, voilà. Ah ouais, en plus? Ouais, c'est une règle. Ouais, ça pour les étudiants, surtout parce que vous savez, vous me connaissez, moi je mets jamais de cravate. C'est ça. Il arrive en hoodie puis en croc. En cagoule. En cagoule, voilà. Tu sais, Gaspard a retenu. C'est le seul truc que j'ai retenu de 306. Mais pour revenir à votre question, parce que là, on a traversé un grand fleuve, mais la question que vous me posiez initialement sur le Carrefour de solidarité internationale, en fait, c'est une organisation qui est présente à Sherbrooke, mais qui a beaucoup de partenariats, en fait, je devrais dire, avec l'École de politique appliquée, avec le GESIUS aussi, qui est le groupe là, de coopération internationale de génie. Le Carrefour de solidarité internationale, bref, c'est une organisation sans but lucratif qui est présente à Sherbrooke, mais qui met en place des projets partenaires avec des pays comme le Pérou, avec le Mali, avec Haïti. Donc, des projets qui font en fait de l'entraide, de la coopération, de la solidarité à l'international. C'est pas de l'aide humanitaire, là, en ce sens où on va pas monter une école là-bas et repartir. C'est plutôt qu'on a des partenaires sur place. Par exemple, on va dans une collectivité, on va voir un groupement de femmes qui ont décidé de mettre en place une organisation qui sert à faire un jardin collectif pour nourrir la communauté. Puis le CSI va aller là-bas, vont les aider à mettre ça en place, à répondre aux exigences juridiques du pays, et va financer finalement ce groupement de femmes-là de par parfois de l'aide ou parfois vraiment de l'aide financière. Donc c'est vraiment une organisation d'entraide, de solidarité à l'international. Puis jusqu'à une certaine époque,
On avait des étudiants de l'école de politique appliquée qui faisaient des stages avec le CSI, avec cette organisation. Ouais, c'est ça que j'allais demander, s'il y avait des stages qui se faisaient. Puis là, maintenant, ça se fait plus. À cause de la pandémie, il y a eu un certain frein. Ouais, ça, je comprends, c'est sûr que... Mais jusqu'à une certaine époque, moi, je les ai pas fait, ces stages-là, quand j'étais au bac, mais j'avais des collègues au baccalauréat qui partaient au Mali, qui partaient là, toute une session au Mali avec le CSI. Une session complète. Puis des étudiants de maîtrise qui finalement finissaient par devenir des accompagnateurs à ces étudiants-là. Donc, c'était vraiment des formules intéressantes. Puis le CSI a toujours été dans le giron de l'école de politique appliquée, en ce sens qu'on a toujours participé avec eux à des activités, notamment au bac actuellement en cours. On a encore la SAGNU, la simulation de l'Assemblée générale des Nations unies au secondaire, et on a le comité municipal jeunesse aussi, 2 activités qui émanent du CSI, du Carrefour de solidarité internationale, dans son volet d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, en Estrie, ils font de l'éducation auprès des jeunes de secondaire 3 à secondaire 5, et ce sont des étudiants du bac, de l'école de politique appliquée, qui font ces formations-là, à ces jeunes-là, avec le CSI. Ouais, ben moi, j'ai un ami, Gabriel Trudeau, là, justement, qui m'en parle beaucoup, puis qui m'a dit qu'il a trippé, puis... Voilà, il a fait avec Magog, avec le comité municipal jeunesse. On avait, dans notre cours, on avait Marc-Olivier aussi, Jacob, qui a fait l'expérience aussi. Ouais, puis il y a Laura aussi. Mathieu Bourg. Donc, on a plusieurs étudiants qui participent encore à ça. Donc, c'est une organisation que moi, j'adore, honnêtement. Je prêche pour ma paroisse, là, mais j'adore cette organisation. Puis, ce qui a fait en sorte qu'éventuellement, moi, à l'époque, quand j'étais un chargé de cours plus présent à l'école de politique, c'est moi qui s'occupais à cette époque-là de la simulation des Nations unies et du comité municipal jeunesse. J'en m'en suis occupé pendant 5 ans. 5 ans où j'ai tissé des liens avec le CSI. Et à un moment donné, le CSI nous a demandé à l'école de politique appliquée, voudriez-vous être plus impliqué au sein du CSI et devenir un administrateur sur l'organisation sans but lucratif, donc au conseil d'administration. Puis l'école de politique appliquée, sous la direction d'Isabelle Lacroix, a décidé que oui, que l'école de politique allait s'impliquer. Fait que finalement, c'est moi qui occupe ce rôle-là. En fait, je suis sur le conseil d'administration depuis 2016. J'ai été administrateur pendant 4 ans, puis là, je suis président du conseil d'administration depuis 2 ans. Et j'y suis au nom de l'école de politique appliquée. Donc, je représente l'école de politique là-bas. Ça, c'est ça que j'avais pas compris. Par contre, je pensais que vous étiez là par choix personnel de s'impliquer. Mais c'est un peu ça en même temps. Non, ça, je comprends. J'ai pas de compte à rendre, mais en même temps, vous représentez un peu l'EPA auprès de... Puis je m'assure, par exemple, que tout se fasse bien, notamment les liens entre l'organisation puis l'école, notamment sur le comité municipal jeunesse, sur la SAGNU, des choses comme ça. Ah, puis ça, la SAGNU, je trouve ça vraiment le fun aussi, puis le comité municipal, qu'on initie les jeunes assez tôt, puis au palier municipal en plus, je trouvais ça tellement intéressant parce que, bon, quand au secondaire, on entend toujours un petit peu parler de politique provinciale fédérale, ça reste un petit peu vague, mais on sait que c'est là. Mais le municipal, ça m'a surpris parce que je me disais, c'est tellement un niveau que, tu sais, même des adultes ou des universitaires sont presque pas au courant, à moins d'avoir fait politique. Puis là, bon, t'en entends parler parce que puis même tu t'en en politique, rends compte. Mais... vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a somme toute assez peu de cours sur la politique municipale. Donc, on connaît bien le fédéral, on connaît bien le provincial, mais le palier le plus proche de nous, du citoyen, on le connaît assez peu. Ben, on l'aborde un peu dans l'Assemblée délibérante, voilà. où vous étiez venu faire une conférence. Mais vraiment, c'est vraiment le seul cours de tout le bac. Ouais, non, il me semble que... Là, je pense qu'ils ont ajouté récemment, pour pallier à ce problème-là, je pense qu'ils ont ajouté un cours avec M. Vincent Boutin. Je ne sais pas si ça parle exclusivement de politique municipale, mais Vincent Boutin, c'est un ancien conseiller municipal à la ville de Sherbrooke. Puis c'est un ancien étudiant de chez nous avec qui j'ai fait mon bac et ma maîtrise. Et donc, je pense qu'ils sont en train à l'école, là, justement, de remplir cette zone-là de politique municipale. Mais le CMJ en fait partie, c'est-à-dire que les étudiants du bac qui font ça, eux aussi doivent finalement en apprendre sur la politique municipale. Puis eux sont en contact avec vraiment le milieu directement. Là. Mais ça, je trouvais ça le fun. Je me disais tout le temps que ça mériterait presque un cours complet sur le municipal. Bien sûr. Pour comprendre tous les rouages. Puis comme vous dites, c'est le palier qui est le plus proche du citoyen, puis où finalement les citoyens s'en rendent rarement compte, mais où le plus de décisions se prennent. Oui, puis où on a quasiment le plus d'impact. Là, ben c'est ça. C'est la chance d'aller à l'hôtel de ville, tu peux t'adresser directement à tous les conseillers, puis à la mairesse. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Moi, c'est vraiment parce que j'ai étudié en politique que je me suis rendu compte que si tu veux avoir de l'impact ou de l'influence, c'est un des premiers endroits où commencer parce que c'est là qu'on va te laisser le plus avoir une voix, tandis que à le fédéral, provincial, puis encore plus au fédéral, ça devient difficile de faire valoir ton point de vue à toi. Individuellement, oui, tout à fait. Ouais, il faut vraiment que ce soit en collectivité, puis on est obligé de faire des compromis, puis diplomatiquement, c'est ça. Oui, fait que, ça, je trouvais ça très intéressant, puis surprenant, justement, que ce soit le municipal qu'on mette de l'avant. Oui.
Non, vas-y, on peut. Non, c'est bon? Excellent. On peut avancer. Ouais, non, mais sinon, moi, comme vous l'avez dit au début, vous avez fait votre maîtrise sur le thème central de l'espace, la gouvernance dans l'espace extra-atmosphérique. Pas évident à dire, hein? C'est ouais, ça fait un extra-atmosphérique. Là, c'est pour ça que je me l'ai mis devant moi pour pouvoir le lire une fois phonétiquement, puis ensuite, ça devrait bien aller. Si on fait un bref historique pour les auditeurs, l'espace, quand est-ce qu'on commence politiquement dans une logique de gouvernance à s'y intéresser et à réaliser qu'il y a quelque chose à faire avec ça? C'est une bonne question. Historiquement, si vous voulez, on peut facilement remonter jusqu'aux alentours là, de l'entre-deux-guerres, là, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, où on commence justement à développer notre conception puis notre horizon de l'espace, surtout d'un point de vue militaire. C'est-à-dire qu'on le considère pour l'envoi de missiles intercontinents, donc pour envoyer des missiles, et c'est notamment ce sur quoi va se pencher beaucoup l'Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. On va mettre en place notamment les fameuses fusées V2 là, qu'on a vues dans Tintin, entre autres. Donc, d'un point de vue là, militaire, on s'y intéresse assez rapidement et on va éventuellement, durant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là, avant un peu la guerre froide, on va s'intéresser beaucoup à ces investissements-là qui ont été faits par l'Allemagne, notamment en s'appropriant les cerveaux allemands, c'est-à-dire qu'on va, entre les Russes et les Américains, on va se séparer les scientifiques qu'on aura fait prisonniers de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale, et on va finalement récupérer tout ce savoir-là que les Allemands ont financé. Et c'est à partir de ce moment-là que les Américains et les Russes, en récupérant ces scientifiques-là, vont de plus en plus s'intéresser à l'espace, mais plus simplement pour des raisons militaires, mais aussi là pour des raisons d'image, c'est-à-dire de conquête de l'espace, de course à la conquête de l'espace, et pour démontrer finalement quel modèle fonctionne le mieux, le modèle capitaliste ou le modèle communiste. Et c'est de là que viendra notamment cette fameuse course à l'espace, là où on va entendre JFK faire des grandes prises de parole sur pourquoi on devrait financer la course à l'espace, qui est une idée folle là, à l'époque, on s'entend, on entre à peine dans la guerre froide, la crise des missiles à Cuba a eu lieu, et on demande aux Américains d'investir encore plus d'argent dans l'espace. Ouais, puis pour quelque chose en plus qui est, comme vous le dites, vraiment axé sur le militaire au début. Là, on n'est pas là pour, on va aller faire de la recherche, on va essayer de comprendre d'où on vient ou qu'est-ce qui se passe là-haut. On est vraiment, on pas veut dans s'envoyer des missiles là, dessus, puis être le premier à être capable d'envoyer le plus gros missile le plus loin possible. Oui, c'est vraiment c'est qui a le plus gros bâton entre la Russie et les États-Unis. On est dans une optique, vous vous souviendrez, où la Russie a été la première puissance à envoyer un chien dans l'espace. Après ça, a été la première puissance à envoyer un homme dans l'espace. Et les États-Unis, jusqu'à ce moment-là, sont toujours à tirer de la patte, en retard. Vous vous souviendrez aussi du premier satellite Sputnik envoyé par les Russes, qui a terrifié l'Amérique. Là, il les mettait un bip sonore là, qui, quand est passé au-dessus de l'Amérique, a terrifié les Américains. Bref, tout ça fait en sorte que jusqu'à ce moment-là, ce sont les Russes qui ont le gros bout du bâton dans la course spatiale. Et éventuellement, JFK va demander aux Américains l'investissement nécessaire pour aller sur la Lune. Et c'est à ce moment-là où les Américains vont considérer finalement l'espace comme un nouveau territoire, plus que comme un endroit par lequel on passe pour envoyer des missiles. On va aussi, éventuellement, on va développer des technologies, on va développer des satellites qui vont finalement nous donner des avantages militaires aussi sur le terrain. Un des plus grands avantages des États-Unis actuellement, c'est aussi sa puissance au niveau des satellites. Là, la capture d'images en temps réel, elle est incroyable. J'avais jamais vu les discours de John F. Kennedy sur demander aux Américains. Ouais. Comment eux, comment le peuple américain a réagi quand on lui dit assez mal. On va aller sur la Lune parce que c'est vraiment là que ça va se passer. Il fallait bien que ce soit JFK qui demande ça, parce que je pense qu'un autre président qui aurait fait cette demande-là, ça n'aurait pas du tout passé. JFK, vous savez, il était très charismatique, très apprécié du peuple américain. Et ça a certainement aidé son idée. Mais même là, quand on sort de ces discours-là qui ont été faits là, initialement devant des universitaires, ce premier discours-là qui a été fait devant des universitaires mais rediffusé à la télévision, c'est un discours qui, grosso modo, passe plus ou moins chez les Américains. Les Américains se questionnent beaucoup sur pourquoi on veut aller là, pourquoi on veut dépenser autant d'argent. En 65, aux États-Unis, là, on va dépenser
en termes d'argent qu'on investit dans l'espace, 5% du budget fédéral. 5% du budget fédéral, c'est de l'argent. Puis à cette époque-là, cet argent-là, il y a des gens qui se questionnent pourquoi on l'investit dans ça. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui se questionnent pourquoi on investit de l'argent dans l'espace. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore certaines parties de la population ou des gouvernements qui se demandent s'il y a toujours une utilité vraiment à aller dans l'espace? Parce qu'on fait beaucoup de la recherche. Oui. Mais il doit encore avoir une certaine résistance à continuer d'investir massivement. Puis c'est un domaine de recherche qui, je l'imagine, est quand même parmi les plus dispendieux qu'on peut trouver à vouloir financer. Oui, vous avez bien raison. Puis oui, il y a une grosse résistance encore aujourd'hui aux dépenses qu'on fait en politique spatiale. Au Canada, vous savez, on fait à peu près aujourd'hui, là, en 2018-2019, aux alentours de 0,3% du budget fédéral canadien qui finance l'Agence spatiale canadienne. Ça équivaut à peu près à 400 millions de dollars là, qu'on dépense en politique spatiale. Aux États-Unis, c'est aux alentours de 0,5% aujourd'hui ce qu'on dépense au budget de la NASA, qui est un budget plus élevé. Là. Mais il faut dire que les gens, c'est difficile, c'est tangible, c'est pas très tangible en fait comme action. Hein. On met de l'argent dans quelque chose que finalement on sait pas trop à quoi ça sert. Les gens disent pourquoi on n'investit pas plutôt pour nourrir des gens ou pour loger des gens qui ont pas de logement. Il y aura toujours ce questionnement-là à peu près avec tout. Hein. Au Japon, on s'est questionné à un certain point, puis on a pendant un certain moment fermé les sciences sociales dans les universités parce qu'on trouvait que le financement qu'on mettait là-dedans c'était de l'argent perdu. Il y aura toujours ce questionnement-là, mais scientifiquement parlant, le fait d'être dans l'espace, ça permet de belles et de grandes avancées et surtout des sauts dans le temps, c'est-à-dire qu'on aurait pu atteindre ces avancées-là sur le long terme, mais au lieu d'avoir pris 10 ans pour arriver à ces résultats-là, on en prend 1 ou 2 années pour arriver à ces mêmes résultats-là. La technologie qu'on met sur les satellites, le fait qu'aujourd'hui vous ayez des cellulaires dans vos poches, là, c'est lié à la technologie spatiale, la miniaturisation des circuits électroniques, le positionnement, le GPS, là, c'est lié aux satellites. Tout ce qui est de l'acier chirurgical, le détecteur de fumée, les pacemakers dans un cœur artificiel, tout ça, ce sont toutes des technologies qui ont pu voir le jour grâce à l'espace. Puis, ça m'amène à parler, là, vous parlez justement les technologies de l'espace. Je pense qu'au moment que vous aviez écrit votre mémoire, c'était moins présent un peu, mais de plus en plus, on parle des acteurs qui viennent du secteur privé. Là, on peut penser à, mettons, Starlink qui met ses satellites et qui permet à plein de gens d'être connectés. Il y a même un rôle à jouer dans la guerre en Ukraine en ce moment. Comment est-ce que ce marché privé-là s'est imbriqué dans un jeu qui était à la base un jeu de relations de puissance entre des États? Puis là, on a des compagnies privées, puis plus ça avance, puis là, j'ai Elon Musk en tête, mais on a plus juste des compagnies, on a presque comme une personne, une image de, là, par exemple, Elon Musk, mais avec Virgin Galactic, c'est Jeff Bezos, puis avec Blue Origin. Je me souviens plus du nom du propriétaire de Virgin Galactic aussi, un monsieur avec les cheveux blancs. Comment est-ce que ces gens-là, qui ont des intérêts privés, qui ont des compagnies privées qui, eux, sont supposés générer des revenus, se sont intégrés dans cette espèce de dynamique où c'est des pays puis des gouvernements qui coopèrent ou qui se font à guerre, là, dépendant à quelle époque on est puis dans quelle position on est aussi, mais... C'est vraiment une bonne question que vous avez là. C'est pas évident d'y répondre parce que encore beaucoup en développement, encore très récent. Elon Musk, Jeff Bezos, pour ne nommer que ces deux-là, sont deux gros acteurs du point de vue commercial de l'espace. Puis bien évidemment, les investissements qu'ils font actuellement dans ce domaine-là, ce sont des investissements qui vont repayer à long terme. On ne le fait pas par bonté ou par humanité, là. Ces investissements-là, on les fait parce qu'on veut commercialiser le vol spatial. Puis on sait que la commercialisation du vol spatial, elle va payer. Dans le cas des acteurs étatiques qui évoluent dans l'espace, ils ont d'autres intérêts que ceux commerciaux. Leur objectif, c'est pas de vendre des technologies aux citoyens lambda, c'est pas le fait de nous donner Internet. L'objectif, c'est surtout d'apprendre à mieux connaître, premièrement, l'être humain, hein, le poids, de la pesanteur sur les réactions du corps humain. Bon, bref, on va étudier des insectes dans l'espace, des plantes, on va étudier, bref, comment survivre en dehors de l'atmosphère terrestre. C'est pas le rôle ni l'objectif de Elon Musk ou de Jeff Bezos. Quoique... Est-ce que Musk, quand il parle d'aller sur Mars, ces choses-là, il est pas un petit peu ailleurs? Parce que, mettons, Bezos puis Virgin Galactic, je le vois très bien où c'est... On veut faire du tourisme spatial, on va vous emmener en orbite pendant 3 minutes, vous allez flotter, vous allez payer 1,5 million, on va être content.
Puis à part de ça, on n'en dégagera pas de découvertes scientifiques grandioses, puis on n'en rira pas la fin dans le monde ou le réchauffement climatique. Si on pense, mettons, à Musk, puis je suis sûr qu'il y a plein d'autres compagnies, là, on entend parler d'Elon Musk parce que c'est la figure populaire. Des projets comme ça, d'aller sur Mars, des choses comme ça, est-ce que le fait d'avoir une compagnie privée qui les pousse, ça peut aussi pousser les gouvernements à accélérer un peu le pas sur certains projets, parce que les compagnies privées, on le sait, en général, dans la gestion, normalement, ça avance un peu plus vite que des gouvernements de l'administration publique où il y a plus de poids pour prendre des décisions. Fait que est-ce que ça peut amener justement cet effet un petit peu de booster, d'accélérer la découverte spatiale? Oui, c'est intéressant. Je pense que vous tenez là un bon point. Ouais, c'est ça, parce que je me dis, puis c'est vrai, c'est ça, comme vous dites, il y a vraiment la vision capitaliste où je veux faire de l'argent dans l'espace, puis j'ai des gens, là, Guy Laliberté a été le premier à le faire, moi je vais le payer, les millions de dollars que ça prend à payer. Mais je trouve ça intéressant de voir la dynamique à Elon Musk, mettons, où il y a vraiment, on dirait qu'il pousse un peu plus loin, puis il fait accélérer cette espèce de mouvement-là de, tu sais, quand il dit, je pense qu'il dit on va être sur Mars en 2050 ou quelque chose comme ça, là, je sais pas si on peut y croire, je suis pas assez calé dans le domaine pour ça. Je sais pas moi non plus si on peut y croire ou si ça va arriver, mais vous avez raison. Elon Musk, il a quelque chose de différent d'un Jeff Bezos sur cette question-là. Il a envie de pousser un peu plus loin les limites. On le voit avec Starlink et les satellites qui veulent donner Internet là, à tout le monde. D'ailleurs, au Québec, on va avec les Ukrainiens dans les premiers à bien essayer ce système-là. Il y a des côtés négatifs, il y a des avantages aussi à tout ça, mais effectivement, Elon Musk, il a tendance à vouloir un peu pousser le développement, là, de le pousser dans la direction de on veut que ça avance plus vite. Ça a d'ailleurs été le cas avec ses fusées Dragon, le fait qu'elles réatterrissent sur des plateformes. Tellement impressionnant à voir. La première fois que j'ai vu ça, j'ai l'impression que c'était un Grand Theft Auto, un jeu vidéo. Je me disais, ça se peut pas. Le truc, il vient tout doucement, il se pose, direct sur la plateforme. Oui, c'est impressionnant à voir. Puis ça a explosé quelques fois quand même. Oui, c'est ça. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on gaspille moins. Hein? On finit par moins détruire ce qu'on envoie dans l'espace. Il y a des avantages à ça, puis tant mieux s'il y a des gens qui financent ça, parce qu'on s'entend que financer ça actuellement, c'est de l'argent dans un trou. Là, je veux dire, on fait juste dépenser de l'argent sans réelle retombée. Là. Non, et puis il fait des partenariats publics-privés avec la NASA. C'est quand même lui maintenant qui développe les nouvelles navettes. Oui, tout à fait. Puis juste à temps, parce qu'avant ils allaient en Russie pour envoyer leurs astronautes. Thomas Pesquet, son premier vol spatial, il l'a fait sur Soyuz. Là, il l'a fait sur Falcon 9. Enfin, c'est quand même un gros changement de paradigme. Mais on ne peut plus ignorer maintenant les compagnies commerciales dans la course à l'espace. Alors qu'à une certaine époque, c'était un club sélect. Là. Quelques États, on pensait aux États-Unis, à la Russie, on pensait à l'ESA, là, qui est le regroupement européen. On pensait au Canada, la Chine, le Japon. C'était pas mal ça, les acteurs. C'était un club très sélect d'États assez riches qui pouvaient participer à cette course à l'espace-là. Aujourd'hui, déjà, en termes d'États, il y a au-dessus d'une quarantaine d'États qui ont la capacité d'envoyer des satellites dans l'espace, au-dessus d'une quinzaine d'États qui ont la capacité d'envoyer des humains dans l'espace. Maintenant, des compagnies privées qui envoient aussi des humains dans l'espace. Donc, ça bouge beaucoup et rapidement, ce domaine-là. Quand vous dites 40 États, c'est... De A à Z, ils ont la capacité de... Satellitaire, ouais, tout à fait. On envoie là, à partir d'une plateforme de lancement un satellite dans l'espace. Ok, donc il y a 40 pays dans le monde aujourd'hui qui ont la possibilité. C'est impressionnant. Hein? Ok, parce que moi je pensais que c'était juste uniquement... on t'envoie ça au Kazakhstan et ensuite après c'est les Russes qui font la livraison. C'est souvent le cas, c'est-à-dire que les Russes sont le plus gros joueur dans tout ça, mais non, il y a le Pakistan, l'Inde, la Chine, tout ça se sont maintenant dotés de leur propre... L'Iran, entre autres, l'Israël, tous ces pays-là maintenant ont leur propre capacité de lancement de satellites, pas d'humains, mais de satellites. Et c'est d'ailleurs ce qui porte problème, on en jasera plus tard, mais le fait qu'on ait de plus en plus d'acteurs qui sont capables d'envoyer des choses dans l'espace, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de choses dans l'espace, notamment de débris, mais pas juste de débris, de satellites même aussi. des satellites actifs, en fait. Là, et on a c'est une ressource limitée, l'espace autour de la Terre, je veux dire, parce que vous savez, le reste, il est infini, mais autour de la Terre, il y a une capacité limitée d'orbite. Là. À un moment donné, on va saturer la planète Terre. Puis est-ce qu'on a des solutions pour ça? Parce que moi, c'est ce que je me demandais aussi. Puis je l'avais dans une de mes questions, mais je me demandais, est-ce que on a fait un petit peu comme le nucléaire, où on a découvert le nucléaire, on a découvert qu'on pouvait faire de l'énergie propre,
Puis on s'est rendu compte après qu'il fallait recycler ces déchets-là. Puis là, on s'est retrouvé avec le problème sur les bras de, bon, là, on n'en a pas beaucoup, on peut les enterrer, puis on va se donner du temps pour trouver quelque chose. Mais là, on en enterre, puis on se rend compte que là, il va vraiment falloir trouver... Est-ce qu'on est dans la même dynamique avec l'espace où on a envoyé des affaires, puis on se disait, c'est pas grave, il y a un satellite, il y a 2 satellites, il y a 1000 satellites, c'est pas plus grave que ça. Puis là, on se retrouve avec, je pense que je lisais justement dans... Ils disent qu'il y a à peu près 500 000 détritus ou rebuts dans l'espace en ce moment qui se promènent, puis qu'on va atteindre une limite à un moment où il va falloir soit nettoyer, soit rester... Oui, vous mettez le doigt sur un bobo intéressant, c'est-à-dire qu'on a, comme vous dites, un peu naïvement, envoyé des choses dans l'espace, puis à un moment donné, on s'est dit, ouais, là, il commence à y avoir pas mal de choses. Mais il fut un long moment, là, près de 40 ans, où on ne s'est pas du tout occupé de ce qu'on faisait avec ce qu'on envoyait dans l'espace. Okay. C'est-à-dire que, vous voyez, le Comité des Nations Unies sur les détritus là, a vu le jour en 2007. On a commencé à envoyer des choses dans l'espace dans les années 60. Donc, et en termes, là, pour donner à vos auditeurs une quantité, là, on pense à des débris actuellement autour de la Terre. Là. Bon, mettons des satellites qui fonctionnent ou non, aux alentours de 4500. Des satellites qui fonctionnent, à peu près 1100. Des détritus de moins de 1 cm, c'est-à-dire indétectable avec tous les moyens qu'on a sur Terre, de moins de 1 cm, on estime à plus de 100 millions. Des morceaux de 1 à 10 cm, donc d'une grandeur standard, on est capable de les détecter, de les suivre, et ça, on en a aux alentours de 600 000 autour de la Terre, et des détritus de plus de 10 cm, là, on en a aux alentours de 30 000 autour de la Terre. Ça roule à peu près autour de la Terre à 150 km par seconde. C'est ce que j'allais vous dire, qu'en plus, dans l'espace, ça se promène quand même ça va assez vite. Là, vous savez, à chaque année, on doit déplacer la Station spatiale internationale d'1 centimètre ou 2 pour éviter un gros débris qui s'en vient. En fait, la station, elle est percutée régulièrement par des petits débris. Elle est protégée contre ça. Chaque envoi qu'on fait dans l'espace, on le réanalyse maintenant. C'est-à-dire que on va aller voir la tôle sur les navettes, voir où est-ce qu'il y a eu des impacts, comment il y en a eu. C'est comme ça qu'on estime justement les petits morceaux qu'on n'est pas capable de voir. Ouais. Une statistique intéressante, moi, qui me frappe à ce sujet-là, là, c'est que si on retourne au début des années 2000, quand on envoyait une navette dans l'espace, on avait une chance sur 300 000 d'être frappé par un débris durant le décollage. Ce qui est, somme toute, assez grave, mais somme toute, assez rare. On avait une bonne fenêtre d'opportunité d'y arriver quand même. Aujourd'hui, en 2020, on calcule que c'est à peu près cette chance-là, elle a réduit à une chance sur 3000. Et donc, par 3000 envois, là, on en a un qui est détruit par un débris. Là. Sur presque 20 ans. Mais là, il y a des humains là-dedans aussi. Ouais, là, c'est ça que sur presque 20 ans, ça a grandi. En fait, on a diminué les opportunités, les fenêtres d'opportunités pour quitter la Terre. Puis on continue de les diminuer. C'est intriguant, mais c'est un peu alarmant aussi. Ouais, c'est inquiétant. Puis c'est inquiétant aussi de voir qu'on dirait que l'humain apprend pas de ses erreurs, parce que justement on avait déjà fait l'erreur qu'on a commencé à brûler du charbon, où au début je brûle du charbon, je fais de l'électricité ou je fais de l'énergie, je suis super content, puis maintenant on a commencé à lever les yeux au ciel puis à faire la couche d'ozone, puis on est fait qu'on va essayer de trouver autre chose, puis après ça on refait la même chose avec le nucléaire, puis là j'ai l'impression qu'on refait encore la même chose avec l'espace, où on crée une technologie mais on pense jamais un petit peu plus loin dans le futur à se dire ça fait des super belles choses sur le moment, c'est quoi les conséquences ou les retombées une fois que mon satellite est utilisé ou que mon charbon est brûlé. Ouais, puis c'est la partie, je trouve, inquiétante un peu. On dit tout le temps, on apprend de nos erreurs, puis l'histoire, on apprend avec l'histoire, mais finalement, on dirait qu'on en répète sous différentes formes, mais que le principe est quand même le même. Oui, puis on a mis en place des lois, là, mais c'est des lois qui sont somme toute assez peu respectées parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale contraignante. Si on contrevient à ces lois-là, il n'y a pas de conséquences. Mais on a essayé, du moins, ces organes-là, notamment de l'ONU, ont essayé de mettre en place des règles et des directives pour éviter notamment de continuer à accroître les débris, notamment aussi pour les immatriculer. C'est-à-dire que maintenant, quand on envoie quelque chose dans l'espace, il y a un registre d'immatriculation comme pour les voitures. Puis on sait maintenant, quand il y a un débris qui retombe sur Terre, il appartient à qui, puis à qui on doit le remettre. Puis je pense que c'est aussi l'État qui lance, qui a la responsabilité, si ça retombe, de réparer. Oui, de réparer les dommages causés. Ça, c'est notamment à cause de ce qui est arrivé au Canada dans les années 70. On a reçu un satellite sur la tête dans l'ouest canadien, un satellite nucléaire notamment, ce qui a fait en sorte qu'on a contaminé une zone canadienne de nucléaire. Et qu'on a, après ça, empêché, en fait, on a interdit de mettre des moteurs nucléaires sur les satellites et sur les engins qu'on envoie dans l'espace, justement parce que quand il arrive, qu'il retombe sur Terre, ben là, ça
cause des pépins. Là. Donc, on a, comme vous dites, on a appris des erreurs dans le sens où on n'a jamais réfléchi avant de les faire. Mais une fois qu'on est, on est confronté à ce problème-là, ben là, on finit par mettre en place quelque chose qui va du moins amoindrir les effets. Là. Est-ce que c'est maintenant qu'on parle des voitures électriques ou non? Des voitures électriques. Celle envoyée par Tesla dans l'espace. Là. Un beau déchet d'ailleurs qu'on a envoyé dans l'espace, mais vous voyez, ça c'est une des techniques qui maintenant fait partie de ce qu'on fait pour diminuer les déchets, c'est-à-dire qu'on les oriente d'une telle façon, notamment pour les faire quitter l'orbite terrestre éventuellement. Ça tourne plus autour de la Terre, ça tourne... Ouais, c'est ce que j'avais lu, qu'ils étaient capables maintenant quand même de... Maintenant, ce qu'on fait, c'est soit qu'on les dirige ailleurs que dans l'orbite de la Terre, finalement ils quittent l'orbite terrestre, ou soit qu'on les fait réintégrer l'atmosphère terrestre dans un angle qui fait en sorte qu'ils vont s'évaporer, là, dans le sens qu'ils vont être désintégrés en entrant dans l'atmosphère. On fait beaucoup de ça aussi actuellement. Tantôt, vous me questionnez sur qu'est-ce qu'on fait sur les déchets. Jusqu'à présent, on fait beaucoup de science-fiction. C'est-à-dire qu'on y réfléchit beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de mesures en place. Non, parce que moi, je lisais un petit peu, puis il y a des entrepreneurs qui avaient proposé d'envoyer des gigantesques filets, je pense, avec des navettes pour ramasser un petit peu comme... On rit, mais c'est une des techniques qui actuellement est la plus étudiée. C'est-à-dire de prendre avec des filets magnétiques, là, des filets qui attirent les débris. Ouais, ou velcro, velcro, adhésif, donc, et de prendre ça et de finalement les lancer vers le soleil. C'est une des techniques là, qui actuellement est le plus étudiée. Il y a celle-là. Il y a les lasers aussi, je pense. Les lasers, effectivement. On développe des satellites qui viseraient à détruire des particules qu'on peut calculer, qu'on peut trouver, donc de plus d'1 centimètre. Mais il y a aussi d'autres techniques, des nuages aussi qu'on veut mettre en place, des nuages, pas comme on l'entend, mais des nuages de particules qui freineraient l'avancée des débris. Fait que ça ferait comme une espèce de mur à quelque part qui arrêterait là, les débris à un seul endroit, puis on pourrait les récupérer à cet endroit-là. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont en cours d'étude, mais ça demeure encore de la science-fiction. C'est ça que j'allais dire, qu'on est encore loin de... Tout à fait. Les deux seules techniques mises en place, c'est quitter l'orbite de la Terre ou faire re-rentrer là, les... Directement dans l'atmosphère pour qu'ils se décomposent. Exact. OK. Puis, c'est quoi la hiérarchie en fait des instances internationales qui gèrent un peu l'espace? Parce que l'ONU... on en a vu pas mal des schémas de l'ONU avec toutes les organisations, tous les trucs. Ouais. Qui s'occupe de quoi? On en a parlé tout à l'heure. C'est le pays qui lance qui est responsable. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des règles internationales? Est-ce qu'il y a des... En fait, l'instance la plus haute à ce niveau-là, c'est l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a un comité à l'ONU qui s'appelle le Comité for Outer Space qui gère toutes ces questions-là et qui a mis en place 5 traités internationaux qui servent à gérer un peu la gouvernance de l'espace. Mais comme on sait, avec l'ONU, il y a des défis. Et un de ces défis-là, c'est que ce comité-là, il a somme toute assez peu d'autorité. C'est-à-dire qu'on l'écoute ou on ne l'écoute pas, ça ne change pas grand-chose. Et dans les traités internationaux qui ont été mis en place, il y a finalement peu de gens qui se sont impliqués. De 68 à 80 quelques, là, il y a les 5 traités qui sont apparus. Alors que le premier traité sur l'espace, là, c'est où on dit que finalement on va faire de l'espace un lieu pacifique, alors qu'aujourd'hui 70% des choses qui sont dans l'espace sont à vocation militaire. Ok, c'est ma prochaine question. Alors que ce premier traité-là, alors qu'on dit qu'on ne fera pas de choses militaires dans l'espace, il a été ratifié par environ 100 États. Puis plus vous avancez dans ces traités-là, le premier, c'est sur l'espace extra-atmosphérique. Le deuxième, c'est sur le sauvetage. Fait que, par exemple, si un astronaute atterrit en sol russe, c'est à la Russie de le récupérer, de s'assurer qu'il est en bonne santé, puis de le ramener aux Américains. Donc, il y a un accord sur ça. Ce traité-là, aux alentours de 80 pays qui ont ratifié. Le troisième, c'est sur l'immatriculation. Lui, aux alentours d'une 50aine de pays qui l'ont ratifié. Le quatrième, là, m'échappe, la responsabilisation, fait que les dommages causés, quelque chose comme ça. Puis le cinquième, c'est sur la Lune et les corps célestes, qui là, on n'a même pas 20 États qui ont ratifié ce traité international-là. Donc, on n'a pas le droit, par exemple, dans ce traité-là, on n'a pas le droit de faire en sorte que la Lune ou, par exemple, un astéroïde, là, soit une propriété. Et donc, on ne peut pas commercialiser ce qu'on vient tirer de la Lune, par exemple.
Par contre, vous avez peut-être vu récemment, la Chine est notamment en train d'étudier le fait d'aller mettre une base lunaire. Donc, vous savez, la Chine, d'ailleurs, on en reparlera, mais a développé pas mal ses propres capacités sur bien d'autres choses. Mais on bafoue ces traités-là régulièrement, sans conséquence, ce qui fait en sorte qu'actuellement, l'espace est un peu le Far West. Les gens en font bien ce qu'ils veulent. Puis, on en fait ce qu'on veut. Sur Terre, il y a une grosse dynamique, puis particulièrement en ce moment avec les tensions politiques, d'affrontement. On a un petit peu des blocs qui commencent à se reformer, on dirait. Oui. Dans l'espace, on a quand même la station internationale. Comment ça se passe? Fait que là, je suis bien conscient que pendant la guerre froide, il y avait une grosse rivalité Russie et États-Unis, on était en confrontation. Depuis, mettons, le début des années 2000, comment ça se passe la coopération entre les puissances pour travailler, pour aller dans l'espace? Parce que je sais que justement, la Chine fait un petit peu cavalier à part, puis a développé ses propres structures. Je pense qu'elle a même sa propre station spatiale là-bas où elle a envoyé des pièces dernièrement. Justement. Ouais. Il devait faire une des opération. Astronautes aussi, là, oui, tout à fait. Mais je pense que dernièrement, il devait faire une grosse manœuvre, une des plus grosses manœuvres qu'ils ont jamais fait justement pour attacher une nouvelle pièce. Ouais. Mais en tout cas, on a la Chine qui fait un petit peu à part. Mais les autres pays, est-ce que ça coopère ensemble? Est-ce que la station internationale sera une station internationale ou est-ce que c'est une station américaine qui invite ses amis? Puis, c'est une bonne question. Comment ça se joue? C'est étonnant de voir à quel point ce qui se passe sur la Station spatiale internationale est comme un autre univers que celui de la Terre, en ce sens où il y a une forte coopération dans la Station spatiale internationale, et c'est probablement dû, entre autres, à ce respect du premier traité sur l'espace où on dit pas de militaires dans l'espace, il n'y a pas d'armes à feu dans l'espace notamment. Et bref, les gens qu'on envoie sur la Station spatiale internationale, ce ne sont pas des militaires, ce sont des scientifiques. Et donc, ils ont une vocation scientifique et vraiment une volonté de collaboration qu'on retrouve assez rarement sur Terre. Vous savez, ils sont dans un espace très restreint, ils vivent ensemble assez longtemps, ce qui fait en sorte qu'ils développent là aussi une certaine amitié dans tout ça. Est-ce qu'il y a plusieurs pays? Mais je veux dire, il y a plusieurs pays, ça s'appelle une station internationale, mais... ça compte combien de pays à peu près qui sont impliqués là-dedans? Le Japon, la Russie, le Canada, les États-Unis et l'agence européenne, bref, qui ont à tour de rôle le droit d'envoyer des astronautes. C'est calculé, là, des tours comme un peu des tours de parole, là, donc des tours d'envoi, et qui commande la Station spatiale internationale, c'est aussi à tour de rôle. Fait que c'est vraiment une volonté collaborative de partage entre les États qui ont accès à ça. En même temps, l'Inde et la Chine, tout ça, il n'y a pas accès. Fait qu'il y a toutes sortes de pays qui vous diront que ce n'est pas une collaboration parce qu'ils n'y ont pas accès. En même temps, ceux qui y sont, ils font outre ce qui se passe sur Terre. Et c'est pour ça que vous avez vu en pleine guerre en Ukraine, vous avez vu des astronautes russes arriver sur la Station spatiale internationale. Ça avait fait une grosse commotion à cause de leurs habits. Vous avez peut-être vu passer ça, leurs habits jaunes. Alors qu'on interprétait au début, c'était le Guardian qui avait d'abord interprété ça comme un acte politique, où il prenait part, mais c'était pas du tout ça. En fait, ils portaient un habit jaune qui était les couleurs de leurs universités, en fait, de l'université de laquelle ces scientifiques-là étaient issus, de ce groupe-là qui était envoyé là, dans l'espace. Donc, il y a une belle collaboration, mais comme vous le dites bien, la Chine, elle fait vraiment cavalière seule. Elle a créé sa propre station spatiale internationale. Est-ce que c'est parce qu'on l'a poussée à faire cavalière seule ou c'est elle qui a décidé qu'elle voulait pas jouer? La Chine a décidé qu'elle jouait pas dans le même terrain de sable. Tout à fait. Et ça fait longtemps que c'est comme ça, c'est-à-dire que même pour envoyer des astronautes dans l'espace, elle n'utilise pas les Soyouz russes, elle utilise en fait des plans de Soyouz russes, mais qu'elle a modifiés. Classique Chine qui va voler les de l'ingénierie inverse. Tout à fait. Fait qu'on a adapté en fait l'ingénierie russe. Fait que ça date beaucoup de ce qui a été fait durant la Russie communiste qui, elle, partageait à cette époque-là avec la Chine. Mais la Chine, elle fait cavalière seule et elle pose beaucoup de problèmes dans l'espace actuellement. Notamment, en 2007, là, un des derniers problèmes qu'elle a posé, c'est qu'elle a fait des essais balistiques. Là, dans le fond, elle a envoyé des missiles sur des satellites chinois. Donc, elle a détruit de ses propres satellites dans l'espace pour tester de l'armement anti-satellite. Donc, en vue de détruire éventuellement des satellites américains, on s'en doute. Et ça a posé beaucoup de problèmes, notamment pour les détritus en orbite autour de la Terre. Ça a créé des milliers de particules qui maintenant gravitent autour de la Terre. On a à ce moment-là crié un peu sur la Chine. L'ONU a dit « fais pas ça ».
Mais Cause c'est pas toujours. Cause toujours, c'est ça. Fait que voilà, fait que c'est ce qu'en est, c'est ce que ça a donné. Mais la Chine depuis toujours, elle est seule dans son périple dans l'espace. Puis elle le fait de mieux en mieux, ce périple-là dans l'espace. Mais il y a quelques années, il y a une station chinoise qui devait s'écraser. Oui, Je qui était crois que désuète, là, c'était- Tiangong 1. Ouais, c'est ça, qui Ouais. devait s'écraser, je crois, en Europe, Ouais. dans mon souvenir. Mais Mais ils ont réussi à... ils ont réussi à reprendre contrôle de tout ça. Puis là, comme on disait tout à l'heure, ils ont même collé d'autres morceaux. Puis là, maintenant, ils ont Tiangong 2 qui est collé à ça. Puis ils ont une station spatiale qui est pas aussi grosse que celle internationale, mais qui, somme toute, commence à bien se développer. Là. Ils ont passé des astronautes 6 mois dans cette station spatiale internationale, ce qui est le même temps qu'on passe, nous, dans la station spatiale internationale. Puis c'est gros comment, c'est la Station Spatiale Internationale? C'est- Est-ce qu'on a une idée? Je Moi, me l'ai à l'imagine quelque mal. part, là, c'est Je peux cette regarder information-là, rapidement, là. mais j'avoue que là, elle Juste pour m'échappe. donner une idée, parce que C'est on pas voit tout si le temps ça en gros. photo, Mais je on crois voit que tout le temps c'est ça. Je crois 400. que c'est 4 terrains de soccer, mais... Moi, j'ai en tête Ok. 400 pieds environ là, Ok. d'espace habitable, là. Ce qui est plus petit qu'une maison, là. Ils se marchent pas dessus, mais ils sont pas conforts non plus. Ouais. Non, ben c'est parce que je me disais, tu sais, on le voit tout le temps, quand on voit les images, les photos de tout ça, c'est tout le temps sur un fond noir. Ben, Ouais, dans c'est dur l'espace, c'est dur à Fait qu'il y a rien à côté pour. Oui, et puis après, il y a aussi la longueur des panneaux solaires qui fait que ça a l'air d'être Oui. gigantesque, mais en fait, Ouais, ils mais il y a vivent- ça ils aussi, vivent c'est juste ça. dans des tubes. Ils Ouais, vivent c'est dans ça. un tube. Mais c'est ça, c'est intéressant de voir ce partage-là qu'il y a dans l'espace, mais en même temps, c'est cet autre état-là qui agit en parallèle à sa propre Puis- façon. là. Ouais, puis c'est rassurant aussi, je me dis à quelque part, de voir que on est capable de réaliser que quand on est dans l'espace, c'est peut-être pas le temps De s'entendre, là, de- Ouais, c'est peut-être le temps de coopérer, je veux dire. Mais il y a eu toutes sortes d'anecdotes cocasses durant la guerre froide où les Russes ont, par exemple, à cette époque-là, voulu militariser davantage l'espace, puis ils ont créé une espèce de satellite dans lequel ils avaient installé un canon. Ils n'avaient juste pas réalisé que la loi de l'action-réaction s'appliquait aussi dans l'espace, et quand ils ont tiré le canon, le satellite a quitté l'orbite. Ouais, c'est là. ça, Fait qu'ils ont fait des trucs comme ça, mais aujourd'hui, on utilise surtout l'espace à des fins de recherche, en fait, la science. Puis on apprend beaucoup avec l'espace. 240 pieds. 240 Ouais, pieds, ouais, de, c'est pas de très grand. longueur. Non, non, c'est ça. Puis je m'imaginais tout le temps beaucoup plus gros. Moi, je sais que je vivrais pas là. Hein. Je voulais devenir astronaute, là, mais en réalisant que ces gens-là vivent dans un petit cubicule tout serré Ah, on dirait- pendant 6 mois. Là. Ça me fait passer au sous-marin. Ça me fait passer à Ouais, vivre dans un non. sous-marin un peu. Clairement, tu sors je ferais pas puis, ça. Donc du coup, Mars One, non, vous n'êtes Ah. pas candidat pour Mars One. Mais si on a l'impression de me permettre de vivre sur la planète, oui, bien sûr. Surtout si je peux être le premier à le faire, ça, j'embarque demain matin. Ok. Ah ouais, ok. Oui, cool, cool. oui. Le premier politologue de Mars. Oui, voilà. Je sais pas à quoi je servirais là-bas, mais au moins je pourrais me chicaner avec les autres, quelque chose. Une dictature. Oui, voilà, entraîner, hein, faire un gouvernement là-bas. Ouais. En même temps, ça permet de Saint-Arnaud-Land. rêver parce que. Mais vous C'est savez, quoi? on fait Saint-Arnaud-Land. Ouais. Vous savez, on fait actuellement des essais pour finalement mettre en place une équipe sur Mars éventuellement. Puis ce qu'on teste actuellement, la plus grosse difficulté qu'on a, c'est le délai de transmission. Parce que de communiquer entre la Terre et Mars, ça prend un bon moment. Et donc, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Donc, ce qu'on va développer sur Mars, en fait, pour ne pas utiliser cette énergie-là, ben, on fait en sorte que les communications sont restreintes à parfois une communication par mois. Et donc, on teste avec des gens qui sont enfermés ici, là, dans un désert, dans un abri au Texas. On teste pour voir si on communique avec ces 6 ou 8 gens-là une fois par mois. On leur donne des directives une fois par mois, une fois par 2 semaines. Qu'est-ce qui arrive? Puis on a réalisé qu'il y a des conséquences à avoir aussi peu de communication, notamment que plus le temps avance, moins les gens sur place écoutent ce qu'on leur dit. Ben, ouais. Parce qu'ils doivent s'arranger seuls éventuellement. Hein. Au début, ils reçoivent des commandes, puis on dit fais ci, fais ça, puis on se reparle dans un mois. Donc, ils apprennent à faire ça, mais éventuellement, ils finissent ce qu'ils ont à faire, ils ont complété. Et là, ils disent, bon, ben, on devrait faire ça. Puis là, ils prennent entre eux des décisions et des actions qui font en sorte que sur le long terme, à chaque fois qu'ils reçoivent d'autres communications, ils finissent par de moins en moins y porter attention, de moins en moins les écouter. Et ça, c'est problématique, entre autres, parce que là, la communication, éventuellement, entre la Terre et Mars, ça serait Mais essentiel. c'est ce que je trouve intéressant, moi. Puis, j'ai regardé à la télévision, il y a une série télé qui s'appelle The 100, où des gens, c'est le principe inverse, ils sont pris dans l'espace, puis ils sont catapultés sur Terre, mais la Terre est plus habitable, puis ils débarquent là. Puis c'est exactement ça, ils reçoivent des communications, puis au début, ils écoutent tout à la lettre, puis à un moment donné, ils se disent, même s'il me dit de faire A, puis que moi je fais B, il descendra pas pour venir me taper ses doigts ou me... Fait que moi, c'est, tu sais, puis on peut être très dans l'imaginaire quand il va y avoir une colonie sur Mars, comment elle va s'organiser
politiquement, je trouve ça tellement drôle de est-ce qu'ils vont reproduire un modèle capitaliste, est-ce qu'on va faire un modèle complètement différent, un hybride, qu'est-ce qu'on va... Et là, vous avez eu récemment Mme Lacroix en entrevue sur les représentations dans la science-fiction, puis oui, une série comme 100 va nous poser des questions et nous permettre d'explorer justement sur la communication, qu'est-ce qui arrive, tu sais, entre autres. La science-fiction, elle nous permet ça. J'avais une question, mais j'ai oublié. Voilà. T'as oublié, ça mais... les déchets, les détritus, on a dit qu'il y en a énormément. Ces petits déchets, ces petits détritus de 1 cm ou moins, là, ceux qu'on ne peut pas détecter, est-ce que c'est autant dommageable? C'est sûrement pas autant dommageable qu'un objet de 10 cm. Quand est-ce que ça... dommageable. Ouais, c'est ce que quand est-ce que ça devient dangereux pour un objet, pour une on pense à une secoupe, une fusée, une navette, avec des... C'est pratiquement toujours dangereux. C'est-à-dire que à la vitesse où ça tourne autour de la Terre, là, c'est autour de 160 km/s. À 160 km/s, un petit objet de moins d'1 centimètre là, sur une navette ou sur une fusée rentre à peu près d'environ 10 cm dans la tôle. Ce qui fait en sorte qu'il faut faire notamment du rembourrage métallique, ce qui fait en sorte que les coups explosent de 1. Mais après ça, ça dépend où va accrocher le détritus. Le problème, notamment avec les navettes, c'est que vous savez, elles sont peinturées là, d'une sorte d'enduit spécial, ces navettes-là, qui résistent à la chaleur. Notamment pour la réentrée dans l'atmosphère. Le problème, c'est que si, par exemple, au décollage ou durant la présence dans l'espace, on reçoit un débris qui arrache une partie de cette peinture-là, bien, on vient créer une zone où il n'y a plus la protection sur la chaleur, et là, à la réentrée dans l'atmosphère, bien, on pourrait avoir ce qui s'est passé éventuellement sur Challenger et voir la navette s'enflammer parce qu'on n'a plus cette protection-là. Donc, c'est excessivement dangereux, ces détritus-là, ces débris-là qui tournent autour de la Terre, notamment pour la Station spatiale internationale, mais aussi pour notre... Puis là, vous reconnaîtrez en moi cet amateur de science-fiction, mais pour notre capacité éventuellement dans l'avenir de la race humaine à éventuellement quitter cette Terre-là puis aller explorer les confins de l'univers, ben il y a peut-être un endroit où on n'arrivera jamais à voir un Star Trek parce qu'on n'arrivera peut-être plus éventuellement à décoller de la Terre. Donc, il va falloir s'y intéresser, mais là, je parle aux 2 politologues que j'ai devant moi, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de la tragédie des communes, mais on retrouve avec l'espace cette maxime-là de la tragédie des communes. C'est cette idée selon laquelle on a une ressource limitée, puis on a des gens en compétition pour cette ressource-là. Puis à partir de ce moment-là, Harding, ce qu'il nous dit, c'est qu'on est nécessairement dans une situation où on va se ramasser à être perdant. On va être perdant, ouais. Parce que c'est ça, en plus, tout le monde le sait maintenant qu'elle est limitée, c'est plus un secret pour personne. Et donc, on se dépêche de l'utiliser de plus en plus. Au lieu de, on fait le contraire, au lieu de se dire, bon, on va se poser 5 minutes tous ensemble, parce que de toute façon, si on va tous être perdants, puis au lieu de faire ça, puis ça revient un petit peu à dire, on dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs à longue, ou on reconnaît pas des situations qui sont similaires à quelque chose qui s'est passé avant. Puis c'est une notion économique, là, rationnelle. Là, Monsieur Gaspard, en économie, vous reconnaîtrez dans cette idée-là de la tragédie des communes, le fait que quand on est en compétition, comme la ressource est limitée, puis comme elle s'épuise, ici on parle d'orbite terrestre, mais comme ça s'épuise, ben, on est de plus en plus dans l'urgence d'agir, de s'accaparer ces orbites qui restent. Et finalement, on se ramasse à être dans une situation perdant-perdant. Est-ce que l'espace est un équilibre de Nash ? C'est une bonne question. Nous poserons la question à un économiste. C'est une bonne idée, vous m'en reparlerez. Parfait. Vous l'écouterez. Oui, tout à fait. Moi, je finirai avec une dernière petite question sur l'espace, puis après ça, je te laisse enchaîner sur la propagande. Puis, ma dernière question, pas une question nécessairement pour le professeur Olivier Saint-Arnaud, mais plutôt pour l'amateur de l'espace, de science-fiction. Est-ce que ça vous arrive de vous intéresser plutôt, moins au côté scientifique, mais plutôt au côté extraterrestre, toutes ces choses-là? Est-ce que vous êtes intéressé un peu à ça? Absolument. Moi, j'ai écouté des podcasts avec Bob Lazar, puis dernièrement, c'est qui aussi qui en parle beaucoup? Neil deGrasse Tyson en a parlé. Bill Nye, Corbell aussi. Bon, oui, Est-ce que vous êtes un
Ben moi, je suis un croyant. Je pense que je suis un croyant dans le sens où j'ai beaucoup de respect pour la science, notamment pour les mathématiques, même si je suis assez nul. Mais les mathématiques, les probabilités nous disent que finalement, avec la grandeur et l'expansion de l'univers, ce serait pratiquement impossible finalement qu'il n'y ait pas d'autres traces de vie qui se soient développées. Puis là, quand on me dit d'extraterrestres, là, on a souvent cette idée-là du bonhomme vert, là, mais pour moi, ça peut être une bactérie, là, ça peut être un organisme vivant. Là, et je suis persuadé qu'éventuellement, on va en découvrir de ça. On trouve des traces d'eau sur Mars, on en trouve ailleurs sur des lunes de Jupiter. Bref, je pense qu'éventuellement, on va être confronté à un organisme vivant extérieur à la Terre, puis j'ai hâte à ce moment-là, ça va être intéressant. Puis ma dernière petite question, où on va encore plus dans l'imaginaire, puis dans le contraire du scientifique, en fait, là, mais il y a déjà eu des citations, il y a eu plusieurs histoires, des gens qui disaient qu'ils avaient vu, on peut penser au tic-tac du Captain Fraser, mais on a plusieurs personnes qui disent j'ai vu des UFO. Bob Lazar dit qu'il a travaillé dans Area 51 sur des navettes extraterrestres. Qu'est-ce que vous pensez de ces histoires-là? Ben, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. J'aimerais ça pouvoir. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir voir. Je sais pas à quel point tout ça m'interpelle plus que le fait de ne pas être seul. C'est plus ça, moi, que je trouve intéressant. Le fait d'avoir des navettes, tout ça, ben, peut-être qu'on en a, peut-être qu'on en a pas, j'en sais rien. Je suis pas dans ces niveaux de secret-là. En même temps, j'aimerais beaucoup voir. Puis on a déclassifié récemment des documents du Pentagone où on voit des anomalies, on pourrait appeler ça comme ça, des anomalies de déplacement qui ont été captées par des pilotes américains. C'est intéressant, je pense qu'il y a là... Puis d'ailleurs, Neil deGrasse Tyson a beaucoup discuté de ça dans un de ses podcasts qui est vraiment intéressant. Puis il disait quelque chose comme, vous savez, il croit à la théorie selon laquelle on n'est juste pas encore assez intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas... La société humaine, c'est pas encore assez développée pour être intéressante à des sociétés plus développées. Et selon Neil deGrasse Tyson, ce genre de phénomènes-là, ce sont des phénomènes d'observation. C'est-à-dire qu'on vient voir où en est la race humaine, puis on requitte. Est-ce que j'y crois? Je sais pas, mais je trouve la théorie intéressante. Ouais, ben moi, c'est la beauté aussi que je trouve de l'espace, c'est qu'après les acquis scientifiques, j'ai l'impression que ça laisse place à l'imaginaire, comme qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, ou qui a créé... On peut partir sur des histoires... Là. Ouais, mais c'est le petit côté de l'espace là, qui m'attire aussi le plus, justement, cette possibilité de laisser place à l'imaginaire, puis de... Personne peut me dire que j'ai pas raison ou que j'ai raison. On est vraiment dans une espèce de découverte. Je trouve ça intéressant. On est deux. Est-ce que vous étiez de ceux qui voulaient faire un Naruto Run sur la zone 51 il y a quelques années? Ah oui, ceux qui voulaient envahir la course. Non, pas du tout. Non, je me tiens loin de ces endroits-là. Allez voir les Tall White. Oui, j'aimerais beaucoup voir, mais de loin, mettons. Mais non, j'avoue que, par contre, visiter des endroits comme l'Agence spatiale canadienne au Canada, des choses comme ça, la NASA aux États-Unis, ça, c'est des trucs qui m'intéressent, que j'aimerais beaucoup faire éventuellement. Mais pas des Naruto Run. Okay. Dommage. C'est une belle vision de vous voir dans cette position. Oui, c'est ça. Moi, voilà, on l'a dit au début du podcast, j'ai participé à votre cours GEP 306, Art de la persuasion. Très bon cours. Vraiment, la partie propagande, ça m'a vraiment intéressé. C'est vraiment les 4-5 heures de cours qui sont passées le plus rapidement et où je buvais les paroles. Et on sait tous que la propagande, ça existe, c'est vrai, c'est le mot générique. Ouais. Mais est-ce qu'on doit craindre nos dirigeants d'aujourd'hui? Ben, c'est une bonne question. C'est une question large aussi. Hein? D'abord, lesquels dirigeants d'aujourd'hui? Parce que clairement, il y a beaucoup de dirigeants qu'on doit craindre aujourd'hui. Oui, non, mais c'est ça. Ben, je vous laisse. Je pense pas, si on est bien entouré, qu'on doit craindre les dirigeants. Il y a absolument, comme je disais, des dirigeants qu'on doit craindre. Là, si on pense à Vladimir Poutine, si on pense à Kim Jong-un, si on pense à il y a tout ce qui est des dirigeants fascistes ou bref, il y a assurément des gens qui exploitent leur civilisation là. Mais si dans votre question
question j'entends plus, est-ce qu'on doit craindre les dirigeants qui utilisent la propagande ou la persuasion à plus large échelle? Mais je pense pas, non. Je pense que ça fait partie de notamment ce qu'est la démocratie, l'utilisation de la persuasion et de la propagande. Hein. Vous savez, au Canada, on parle, quand on est le gouvernement canadien, on parle à 34 millions d'habitants. Pour parler à 34 millions d'habitants, on ne peut pas le faire individuellement. On doit propager ses idées, ses doctrines, ses idéologies, et on doit le faire notamment, et on va le faire notamment par la propagande. Maintenant, est-ce que la propagande, elle est entièrement négative? Je ne le pense pas. Elle a un côté péjoratif, ça, assurément, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense que la propagande, elle sert à véhiculer, bref, à communiquer des idées, souvent des doctrines et souvent des idéologies, mais elle sert à véhiculer à la grande masse des idées. Comment faire en sorte pour se prévenir, comment faire en sorte pour guérir, pour assurer une défense vis-à-vis de cette propagande et cette persuasion-là? Ben là, c'est là que il faut des bons systèmes de défense. Et un de ces bons systèmes de défense-là, c'est une presse en vie et en santé. Autonome financièrement, indépendante des gouvernements, parce que vous savez, les médias sont ce quatrième pouvoir qui sont censés justement surveiller ces entités gouvernementales-là, ces États-là, et elles le font généralement bien dans les démocraties modernes, mais avec les dernières années, on a assisté quand même chez les populations, chez les civilisations, à un rejet de ce quatrième pouvoir-là des médias, un rejet de l'information. Puis je pense que les médias ont leur part de responsabilité dans ça, c'est-à-dire qu'on a fini par, à cause des Facebook, Instagram de ce monde, à cliquabiliser la presse et l'information, faire en sorte que finalement on essaie davantage de vendre le clic que l'information. Et donc le journalisme d'enquête, le journalisme de surveillance, il a, dans les 10 dernières années, selon moi, là, il a diminué. Mais lorsque ce journalisme-là, il est en santé, lorsqu'il est indépendant des gouvernements, je pense qu'on n'a pas à craindre les dirigeants qui utilisent la propagande, dans ce sens où la propagande, elle est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. On a choisi ensemble d'avoir une gouvernance où on ne se tape pas sur la gueule pour décider de ce qu'on va faire en tant que société. Ou renverser le pouvoir. On a décidé qu'on en jasait et qu'on en débattait. Ben, pour débattre et pour jaser, il faut que je réussisse à faire traverser mes idées dans une grande masse. Pour faire ça, j'ai besoin d'outils qui vont me servir à communiquer avec ces masses-là. Par contre, il y a un beau côté, moi, que je remarque aussi, puis c'est peut-être aussi pour ça un peu qu'on avait le goût de faire le podcast, mais on dirait que ça laisse la place, justement, cette perte de confiance, puis ce rejet des médias de masse que la population fait en ce moment. On dirait que ça laisse la place à une nouvelle sorte de médias, puis une nouvelle sorte de médium pour aller chercher son information. Puis ben là, je pense beaucoup aux États-Unis, ben, j'écoute beaucoup Breaking Point, qui est avec Sager, puis Kristen Ball, qui sont deux anciens journalistes de The Hills, mais où justement, on dirait qu'on retrouve un intérêt pour des plus petits médias, mais qui justement font ce travail de journaliste d'enquête, qui font ce travail de recherche plus appliqué, puis que les gens reprennent goût pour de la vraie information, si on peut dire, plutôt que juste se faire garrocher des clics là parce qu'il y a un gros titre sensationnel, puis finalement l'article n'est pas du tout en lien avec le titre. Puis c'est drôle, j'en parlais récemment avec un collègue, puis on disait... Et c'est un phénomène qu'on pourrait pratiquement comparer. Vous savez, là, le carrefour de l'Estrie, hein, cette espèce de super centre d'achat où on retrouve plein de commerces à l'intérieur. Partout à travers le Québec, vous vous promènerez dans des villes moins grandes que Sherbrooke ou Montréal, là, vous verrez que ces centres d'achat-là sont en train de mourir. Hein, le comportement des consommateurs est en train de changer. On va plutôt maintenant dans des petits commerces locaux qui nous donnent un service différent. Ben, je trouve qu'on a, comme vous l'expliquez si bien, ce même type de comportement-là qui se dirige dans comment on s'abreuve en tant qu'information, comment on utilise les médias. Et c'est intéressant de voir ce regain de prise de contrôle des médias par la population. En même temps, ça donne aussi place à des débordements. Des médias qui disent n'importe quoi sans preuve, sans information vérifiée. Puis là, on est confronté à ce que Tchakotin nous disait, à une population qui est sous-éduquée et qui doit apprendre à lire cette information-là, à la décortiquer, à la vérifier, puis ce qu'il n'est pas capable de faire parce qu'il n'a pas eu accès à cette éducation-là. Vous savez, on l'a au collégial puis à l'université, cette éducation-là vers l'esprit critique qu'on doit développer, puis il faut continuer à le développer. Puis est-ce que dans tout ce jeu de propagande-là, de développer son esprit critique, d'avoir accès à l'information
de presque partout dans le monde instantanément. Est-ce que les réseaux sociaux, puis même l'Internet au sens plus large, pour vous, est-ce que c'est plutôt une menace ou un danger, la façon que ça se développe en ce moment, ou est-ce que c'est simplement, en ce moment, le principe de chambre d'écho puis la polarisation, c'est un mal à avoir pour mieux comprendre après comment les utiliser, puis on va ressortir grandi de ça, si on peut dire. Mon Dieu, Ou est-ce que vous pensez qu'on est en train de... Clairement, d'entrée de jeu, je suis pas spécialiste des médias sociaux, non, mais, c'est juste mais mon point de vue personnel, ouais. mon point de vue personnel, j'ai l'impression que si on questionnait les gens qui ont inventé Internet, je pense pas qu'ils s'attendaient à ce développement-là de l'Internet. En même temps, on a accès aujourd'hui à une immensité de connaissances qui, pour moi, ça c'est l'équivalent de la tour de Babylone, mais que tout le monde a accès. Puis ça, c'est incroyable. On a une chance inouïe d'avoir ça. En même temps, est-ce qu'on l'utilise à bon escient? Là, elle est là, la bonne question. La majorité des gens, même que je me compterais parfois dans ces gens-là, n'utilisent pas... 100%, ben moi non plus. Je veux dire, mon cellulaire, mon Internet, il me sert à trouver des chemins, à trouver des recettes, rarement à clairement chercher de l'information pertinente, vérifier. Donc, il y a ce qu'on en fait avec, en fait, plus que où est-ce qu'il s'en va. Ouais, parce que moi, je trouvais ça intéressant, juste quand on pense à TikTok ici, par exemple. Puis, je trouvais ça intéressant parce qu'on parle très souvent, en tout cas, de la Chine en mal. Mais la Chine, il y a une chose, moi, qui m'a marqué qu'ils font. Premièrement, l'Internet pour les mineurs est... restricted et contrôlé. Ouais, ils n'ont pas le droit après 10 heures, je pense. Ils peuvent pas être en ligne, puis ces choses-là. Puis ils avaient fait une espèce d'étude sur leurs réseaux sociaux. Puis, la Chine, on a une contrôle de l'information qui est sans comparaison pour l'Occident. Mais aussi, ils disaient que sur des applications comme TikTok, ils mettent beaucoup plus de l'avant des connaissances scientifiques, des prouesses sportives. Fait qu'on dirige l'information, mais qu'au moins... L'avantage, c'est que là, la population, puis surtout les jeunes, parce que c'est surtout les jeunes qui sont qui sont à risque de tomber dans cette espèce d'utilisation malsaine où je fais juste regarder des vidéos de chats, des vidéos de chiens, puis il y a quelqu'un qui se casse la gueule, là, puis je me sers pas au plein potentiel de la ressource que c'est. Mais je trouvais ça intéressant de voir qu'au moins, dans tout le mal que ça a de contrôler l'information, puis de vraiment trier l'information, au moins ils orientaient ça vers quelque chose d'utile. Puis, je me dis, faut en prendre puis en laisser, mais il y a peut-être un juste milieu à trouver entre la façon occidentale de faire où on regarde 99% des niaiseries, puis la Chine où là, t'as aucune liberté vraiment sur ce que tu recherches. Mais je trouvais ça intéressant de faire trouver est-ce qu'il peut y avoir un juste milieu, justement, où tu regardes 3 vidéos de chats, ok, ben là, t'es obligé de regarder 3 vidéos de quelque chose de scientifique ou de... pour qu'on ait un balancement, puis que les gens comprennent que ça sert pas juste à regarder des vidéos YouTube de la dernière niaiserie que ton ami t'a envoyé ou le dernier meme, mais qu'au contraire, tu peux t'en servir aussi. Pour écouter Vidange. Ouais, mais pour écouter Vidange, certain. Très utile. Pour revenir sur ma question sur la crainte des dirigeants, aujourd'hui au Québec et pas au Canada, on a un gouvernement majoritaire. Ouais. Est-ce que c'est pas donner trop de pouvoir à presque un seul homme en fait avec la ligne de parti de gouvernement? Je veux juste citer la Boétie 2 secondes qui dit c'est un extrême malheur d'être sujet à un maître duquel on ne peut jamais s'assurer qu'il soit bon puisqu'il a toujours la possibilité d'être mauvais quand il le voudra. Est-ce que c'est pas trop donner d'importance à une seule personne ou à une caste de personnes? Discours sur la servitude volontaire, toujours un bon ouvrage. Et c'est une bonne question. Et j'ai tendance, personnellement, quand vous me posez la question, là, Pierre-Olivier Saint-Arnaud, ce qu'il en pense de ça, je pense qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que j'ai toujours eu tendance à préférer des gouvernements minoritaires, notamment dans notre système politique canadien, québécois. Je trouve ça beaucoup plus intéressant déjà en termes politiques, mais aussi en termes d'échange, de coopération, de collaboration entre les différents partis politiques qui représentent différentes idéologies. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est au Québec, puis là où on a un gouvernement qui, selon les prochaines intentions de vote, là, se ramasse à être non seulement majoritaire, mais dans les plus fortes majorités qu'on a connues au Québec. Majoritaire très fort. Hein, très fort, là, aux alentours de 90 à 95 sièges, là, selon les dernières fois que j'ai regardé les projections. Qu'est-ce qu'on fait avec un gouvernement comme ça qui, comme vous dites bien avec la citation de Boétie, qui a les pleins pouvoirs finalement?
qu'est-ce qu'on fait aussi contre un gouvernement qui a les pleins pouvoirs et qui détient les rênes de la communication, les rênes de ce que le gouvernement nous dit de faire ou ne pas faire, notamment dans un temps de pandémie? C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien évidemment, comme je disais tantôt, selon moi, un des premiers pouvoirs qu'on possède, c'est celui des médias pour contrecarrer ce que les gouvernements nous disent. D'ailleurs, c'est grâce aux médias si on a appris ce qui se passait dans les CHSLD durant la pandémie. Donc, c'est grâce aux médias si on peut surveiller les actions du gouvernement. Ensuite, en tant que citoyen, c'est aussi de notre devoir, citoyen-citoyenne, c'est aussi notre devoir que de s'informer de ce qui se passe au gouvernement, de s'assurer que les partis d'opposition font le travail de questionner le gouvernement. En même temps, comme vous le dites bien, une fois qu'on est majoritaire aussi fort, il y a peu de partis d'opposition. Il y a la ligne de parti qui fait en sorte que les députés doivent suivre ce que le bureau du chef va dire. Et donc, finalement, effectivement, on se ramasse dans un gouvernement où, même si on a le droit de voter aux 4 ans pour changer de gouvernement, ben, durant ces 4 années-là, on aura probablement, aux prochaines élections, un premier ministre caquiste qui aura les pleins rênes, là, comme disait à l'époque Jean Charest, là, les 2 mains sur le volant, et là, dans ce cas-ci, même les 2 pieds dessus. Là. On va avoir les pleins contrôles du Québec. Et ça, effectivement, ça peut être, je pense, inquiétant quand on n'est pas dans une démocratie. Maintenant qu'on l'a dit, dans notre démocratie, ce qu'on possède, c'est justement cette liberté d'expression-là, cette possibilité de rassemblement, entre autres. Hein, on a le droit de manifester, de s'opposer, de dire, d'expliquer, d'informer. Et tout ça, je pense que ça permet, entre autres, comme ça a pu le faire en 2012 avec les étudiants qui se sont opposés aux augmentations des frais de scolarité sous Jean Charest, ben, ça permet de parfois renverser un gouvernement, comme ça a été le cas. Hein. On a donné le pouvoir à cette époque-là au Parti québécois de Pauline Marois. Ça permet donc à des gens de se rassembler et de faire valoir leur opposition. Et dans certains cas, ça fonctionne, dans d'autres, non. Vas-y. Ben, on vient de voter nos députés viennent de voter le projet de loi 28 qui met fin à l'état d'urgence sanitaire. Ouais. Sauf que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une petite phrase qui m'a un peu choqué dans ce texte. C'est « Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'implication de ses arrêtés. » Donc du coup... ça veut dire que c'est un peu immunité totale de nos dirigeants. Et puis, toi, immunité sur les actions. Je sais pas comment ça peut tenir devant la Cour, là, par exemple. De bonne foi, qu'est-ce que ça veut devant dire? La Cour suprême, je sais pas ce qu'elle en dirait, mais de bonne foi, c'est assez large, c'est assez vaste, c'est assez vague comme terme. Qu'est-ce qui est de bonne foi? Puis en même temps, si on apprend qu'un ministre a donné de gré à gré un contrat de milliards de dollars à son frère, il était de bonne foi pour son frère, mais pas nécessairement pour la population québécoise. Donc, je serais curieux de voir comment ça tient, là, ce genre de... Je pense que c'est un écrit qui est là pour dire on a agi, on pensait agir correctement, mais je sais pas à quel point c'est réellement... ça tient réellement. Non, on s'embarquera pas sur la notion de bonne foi en droit puis tout ça parce que c'est assez vague. Toi, t'étais cheminement droit, donc ouais. Si tu veux nous éclairer... Non, en droit constitutionnel et tout, c'est un peu le principe de la personne raisonnable qui observerait l'action. Est-ce qu'il trouverait que c'est de bonne foi? Puis après, ça amène la question d'une personne raisonnable, c'est qui, puis comment tu la définis, puis tu continues comme ça jusqu'à... On s'enfonce, c'est ça. Parce que si on regarde la gestion des CHSLD durant le début de la crise, là, on voit bien que plus on avance dans ce dossier-là, plus on se rend compte que, alors qu'initialement, on croyait que les gens avaient été de bonne foi, mais là, qu'on découvre une chose puis une autre, que les gens n'ont pas agi, que les gens n'ont pas intervenu, que les gens... Fait que finalement, on se rend dans une situation où il y aura probablement, en tout cas, des responsables de cette Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. Par contre, est-ce qu'on va avoir pas un background check, mais un retour? Est-ce qu'il va y avoir une commission, quelque chose qui va faire un retour là-dessus? Disait, ça fait 2 ans qu'on était en pandémie, l'état d'urgence, on a laissé le gouvernement gouverner comme bon lui semblait parce que la situation le demandait. Mais j'espère qu'on va avoir un retour là-dessus, des gens qui vont se pencher là-dessus, prendre du regard et dire bon, ben ça c'était très bien, mais il y a aussi ces 3 points-là où si la situation venait à se reproduire, ça peut pas marcher de la même façon, puis que ça soit sur papier, que ça soit clair, qu'on soit... Mais je vous garantis que c'est le cas. Oui. Dans l'administration publique, là, on fait constamment ce genre d'exercice-là, notamment en gestion de crise, mais aussi
en gestion, en ce qu'on appelle en lean, là, en efficacité de la gestion. Puis on va, comme on le fait déjà par exemple dans tous les CHU, là, les hôpitaux, on met en place régulièrement et on remodule ces plans de gestion de crise-là pour dire, ben ça fonctionne, ça fonctionne pas, puis ça, on ne doit plus voir réapparaître cette action-là en cas de crise similaire. Donc, je pense que ça, oui, absolument, on va le faire. Est-ce qu'on va le faire pour voir qu'est-ce qui a été bien fait ou non dans le gouvernement? Ben là, ça prendrait une commission d'enquête et ça, c'est le gouvernement qui peut la mettre en place. Donc, on cherche le chat ou la souris. Vas-y. Est-ce que pour vous, on est en démocratie aujourd'hui? Au Québec? Ouais. Oui, je pense que oui. Okay. Je pense que oui, parce qu'on a accès à tout ce qui est fondamental pour la démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté des médias, la liberté de rassemblement. On a, aujourd'hui, vous pouvez dire à peu près ce que vous voulez, là. On l'a vu avec la pandémie, vous pouvez dire à peu près ce que vous voulez, puis il y a bien peu de conséquences à ces niveaux-là. On a le droit de vote, bien qu'on l'exerce de façon... Avec parcimonie? Oui, c'est ça, voilà, pas toujours de façon constante. Aux dernières élections, là, on était aux alentours de 67% de participation, si ma mémoire est bonne. Donc, ça pourrait être davantage. Moi, je pense que ça passe, et là, vous allez me trouver redondant, mais ça passe encore une fois par l'éducation. S'il y a quelque chose qui manque un peu, je pense, à notre démocratie, c'est l'éducation à la citoyenneté, c'est l'éducation à la politique. Et bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais pour moi, il faut des cours de politique au secondaire. Il faut qu'on enclenche ce processus-là, parce que quand ces étudiants-là arrivent au cégep, là, puis ils sont sur le bord de tomber à la majorité, ils n'ont aucune compréhension de qu'est-ce que c'est le droit de vote, ils n'ont aucune compréhension de ce que c'est qu'être un citoyen, puis c'est ça qu'on voit dans le cours au cégep, là. Mais on le voit un peu tardivement. Là. Parfois, ils ont déjà le droit de vote avant d'avoir leur premier cours en politique. Ce qui est pour moi qui est un problème. Donc oui, on est en démocratie. Est-ce que c'est une démocratie parfaite? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a de bons pans où on pourrait avoir de l'amélioration, notamment dans l'éducation. Puis vous, M. Gaspard? Oui, nous sommes en démocratie. Oui. Non, mais il y a toujours des meilleures choses à faire. Mais bon, on a eu beaucoup de promesses sur la démocratie dans les dernières années, notamment le gouvernement, je crois le fédéral et provincial avaient parlé de changement de scrutin. De réforme du mode de scrutin, ouais. Deux promesses abandonnées. Ouais. Mais bien sûr, il y a eu la pandémie, donc du coup... La bonne excuse, elle est là. Mais ouais, non mais c'est ça, mais après, on a nos gouvernements qui ont aussi gouverné principalement par décret. Ouais. C'est quand même pas... C'est pas anodin. Oui, tout à fait. C'était sûrement nécessaire. Une nécessité à ce moment-là. Mais c'est là que je dis, si au moins après, il y a un retour là-dessus, puis qu'on est capable de prendre un recul, puis de dire, le par exemple, ça aurait été nécessaire les 6 premiers mois, puis après, on entendait souvent, c'est fini, pourquoi est-ce qu'on continue d'être dans cet état-là? Ce serait intéressant juste d'avoir une vision extérieure qui va être capable de nous dire, non, c'était très bien qu'on soit... Jusque, on a peut-être été 2 mois de trop, il aurait pu, rendu là, c'est 2 mois. Il y a une enquête qui vient nous dire il a passé 1 an et demi de trop à gouverner par décret. Ça permet aussi de donner un retour à la population. Puis pour moi, c'est aussi ça, faire partie d'une démocratie où oui, on accepte de déléguer une partie de nos droits et de nos libertés pendant une certaine période pour gérer une crise. Mais après, on a le droit de savoir est-ce que la crise a été bien gérée, est-ce que c'était nécessaire qu'on fasse des sacrifices plus ou moins grands dépendant des gens qui ont été concernés. Là, je pense ceux qui avaient des entreprises, les PME, ces choses-là qui ont dû être frappées, ceux qui ont des restaurants qui ont été frappés beaucoup plus dur que... Moi, j'ai regardé mes parents, ils trouvaient pas ça chiant du tout, le confinement, mais parce que mes parents, ils travaillent dans un... C'est des employés, ils rentraient travailler à 8, ils finissaient à 5 heures, puis ça n'a pas changé leur routine tant que ça. J'ai des amis qui avaient un restaurant, ses parents avaient des restaurants. Ils disent, ouais, nous, on peut-être en prend une claque, fait que l'impact est différent, fait que je pense que les citoyens ont le droit après d'avoir vraiment un rapport clair de il s'est passé ça, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Puis après, est-ce que les gens vont prendre le temps de le lire? C'est une autre question, mais au moins il sera là. Puis ça permet, justement, je pense aussi, c'est une preuve un peu qu'on est en démocratie, quand on a le droit de demander des comptes, puis de demander un retour sur ce qui a été fait par les gens qu'on a au pouvoir. Oui, tout à fait. Puis c'est une nécessité aussi, à quelque part, de dire, voici, on a géré la crise de cette façon-là. Maintenant, est-ce que c'était la bonne façon de la gérer? Il faut qu'on regarde ça. Puis moi, je suis porté à croire qu'on va le faire. Si ce n'est pas par une commission d'enquête, ce sera assurément par des académiques, des gens qui vont venir étudier ces facettes-là de la gouvernance qu'on aura eue durant la pandémie. Puis ces PhD-là, ces doctorants-là, ces scientifiques-là qui vont venir étudier ce qu'on a fait comme action, mais ils vont nous en donner là, des réponses à ces questions-là. OK.
Merci. Merci pour cette vision sur la démocratie. Vous nous avez parlé plusieurs fois qu'un de nos grands pouvoirs en tant que citoyens, c'était de se rassembler. Oui. On a eu un magnifique rassemblement au Canada, qui a commencé au Canada et qui s'est un peu mondialisé un peu partout, principalement en Occident, on va pas se le cacher. Les camionneurs, le convoi de la liberté. Ouais. C'est quoi votre vision là-dessus, de la gestion de nos autorités Comment ça s'est fait? C'est une bonne question. C'est une bonne question, notamment pour un prof au cégep, là, c'est-à-dire que alors que j'enseigne c'est quoi être citoyen, j'enseigne c'est quoi les devoirs des citoyens, c'est quoi les rôles des citoyens, c'est quoi aussi la possibilité de s'exprimer. Pour moi, dans ce mouvement-là, il y a quand même des éléments fondamentaux qui sont liés à la démocratie qui permettent à ces gens-là de faire ce qu'ils ont fait. Le fait de se rassembler, le fait d'être en opposition à des mesures gouvernementales, le fait de s'exprimer sur ces mesures-là, pour moi, ça fait partie de la démocratie et c'est bien qu'il y a des gens qui l'aient fait. Après ça, comment ça s'est fait? Là, on peut avoir des discussions. Personnellement, j'ai jamais été contre un peu de désobéissance civile. Ça fait partie aussi des mesures qu'un citoyen peut utiliser contre la tyrannie, si on peut dire. Et ces gens-là considèrent que le gouvernement il est tyrannique. Donc, dans leur vision de leur idéologie, ils ont tous les droits de faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils agissent contre un gouvernement tyran. Maintenant, est-ce qu'ils représentent une majorité? Ben là, c'est là où on a une réponse qui est plus claire. On l'a vu notamment au Québec avec les intentions de vote pour la CAQ. On le voit au Canada alors que le gouvernement canadien nous dit « Voulez-vous qu'on poursuive dans cette voie-là? » Et les gens remettent au Canada exactement le même portrait de député. On en comprend que finalement, on est somme toute satisfait de ce qui se passe et que la majorité des gens, du moins ceux qui vont voter, mais aussi, on s'entend que la plupart des gens qui ne vont pas voter, la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont confortables dans la situation, ils ne ressentent pas Ils n'étaient pas nécessairement en train de manifester non plus. Ils n'étaient pas nécessairement fait que, dans ma vision de ça, ces gens-là ont le droit de faire ce qu'ils ont fait. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont bien fait? Moi, c'est là où j'ai des réticences, notamment dans le fait d'apporter dans un endroit où il peut y avoir des affrontements avec des polices. On est dans un endroit où on fait de la désobéissance civile à quelque part, là. D'apporter dans un endroit où il y a de la police et où il peut y avoir des affrontements, des enfants, pour moi, ça de un, c'est problématique. De deux, après ça, c'est de prendre aussi en otage, en quelque sorte, une ville, là. La ville d'Ottawa, les gens qui travaillent là, notamment, on a vu, par exemple, des ambulances qui avaient de la difficulté à se promener. Bref, ça affecte non seulement le gouvernement, mais ça affecte les citoyens de la ville. Et là, ça aussi, il y a une certaine prise d'otage avec laquelle je suis moins à l'aise. Et finalement, dans tout ça, il y a justement cette prise d'otage-là un peu qui a été faite, c'est-à-dire que c'est un siège là, qu'on a fait de la ville, puis ça aussi, j'ai un certain malaise avec ça, c'est-à-dire que j'ai un malaise pas tant du point de vue des gens qui l'ont fait, ce siège-là, mais de comment on a géré ce siège-là. Parce que les étudiants qui sont allés manifester en 2012, on les matraquait pour moins que ça, puis on les gazait pour moins que ça. Puis les manifestants des Premières Nations qui sont allés bloquer des chemins de fer, on les a tassés de là pour moins que ça. Je suis jamais pour la répression policière, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire qu'il y a quand même à travers ces actions-là 2 poids 2 mesures qui pour moi témoignent de différentes mesures au sein de la démocratie. Puis là, c'est là où il peut y avoir pour moi des problèmes. Pourquoi est-ce que des Premières Nations qui s'expriment sur leurs besoins primaires puis des camionneurs qui s'expriment n'ont pas le même droit justement à l'expression, hein? Parce que là, il est déséquilibré ce droit à l'expression. Là, les camionneurs, ils ont eu une couverture médiatique incroyable pendant presque 40 jours, là, ou à peu près. Ils ont bloqué le principal pont entre le Canada et les États-Unis. Ils ont bloqué là, des échanges commerciaux de près de 400 millions de dollars par jour. Là, il y a pour moi des questionnements. Pourquoi est-ce qu'on a agi comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi différemment? C'est ça. Il y a des questionnements sur qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que fondamentalement, dans le fond là, de l'expression, je pense que ça fait partie de la démocratie. Et Mélanie Joly a parlé a même dit ne pas vouloir d'un 6 janvier canadien. Est-ce que ce parallèle est juste, trop fort, trop peu fort? Il est, je pense, il est juste en ce sens où on a eu des débordements. Hein? On a eu une liberté d'expression qui a fini par déborder, puis qui aurait pu être violent.
la distinction, elle est là, je pense. C'est qu'au Canada, on n'est pas tombé dans cette violence-là. Là, vous savez, dans les policiers qui ont été au Capitole pour arrêter cette insurrection-là, 6 se sont suicidés par la suite de ce traumatisme qu'ils ont vécu. Il y a eu sur place des violences, des gens qui ont été battus. Bref, on n'est pas tombé dans ce côté-là au Canada. Vous direz peut-être que c'est notre hey, sorry, là, notre bonté canadienne qui aura agi ici, mais le parallèle, il est bon en ce sens qu'on a eu un moment là, je crois, de fracture dans la société durant ce moment avec les camionneurs, où, alors que les gens ici représentent clairement une minorité de Canadiens, là, on parle à la fois de camionneurs, mais en plus de gens qui étaient contre toutes les mesures sanitaires. Puis quand on sondait, là, avec des techniques de sondage là, tout à fait appropriées, avec des marges d'erreur tout à fait appropriées, on réalisait bien que assez peu de gens demandaient en fait le retrait complet des mesures sanitaires. Donc, dans les faits, ces gens-là prennent la parole en disant qu'ils représentent les Canadiens, mais je ne pense pas qu'ils représentent les Canadiens. Et quand ils font des actions de ce type-là, où on va parfois utiliser la violence, parce que ça a été le cas aussi durant les manifestants, on a eu des représentations de suprémacistes blancs qui se sont déplacés durant cette manifestation à Ottawa. Là, il y a une récupération du mouvement avec laquelle là, je ne suis pas à l'aise, effectivement. Donc, peut-être pas un 6 janvier, mais du moins des éléments qui auraient pu prendre feu. Et je pense qu'on a été chanceux qu'ils ne prennent pas feu. Moi, je me demandais juste, est-ce que vous pensez que, vous avez dit, les médias leur ont fait une couverture de presque 40 jours non-stop. Est-ce que, justement, ça vient pas alimenter un petit peu la flamme? Autant parce qu'il y a des médias qui les traitaient, justement, de suprémacistes blancs, de racistes, de terroristes, de tout ce qu'on veut. Puis de l'autre côté, il y en a des médias qui les encourageaient, qui disaient c'est très bien. Est-ce qu'on est venu amplifier, mousser ce mouvement-là, lui donner une taille qui est beaucoup plus grande que ce qu'il était en vérité? C'est une bonne question. Parce qu'on le propage autant dans les médias. Assez qui s'est rendu à l'international, qu'on a vu des convois se faire en Europe, en Australie, en solidarité, comme si le Canada au complet avait décidé de se délivrer de son gouvernement. Puis quand finalement on regarde ça après, justement, quelques semaines après, puis on se dit ça représentait pas vraiment les volontés de la population, autant dans l'opinion qu'empiriquement, avec les résultats de vote, avec les sondages, on voit que c'est pas ce que les gens voulaient. Oui, c'est dur à quantifier, c'est dur à qualifier parce que c'est surtout la Chambre d'écho, on en parlait un peu tout à l'heure, mais la Chambre d'écho qui joue beaucoup là-dedans. Hein. Les gens qui lisent ce genre de médias-là vont finalement être submergés de ces informations-là qui sont en lien avec les manifestants à Ottawa, par exemple. Je le voyais bien, moi, mes étudiants au cégep, quand on parlait de ces événements-là, je le voyais de parce que eux, ils me disaient quel genre d'informations ils consommaient de par leurs réseaux sociaux. Et cette chambre d'écho-là, je l'ai vu beaucoup plus agir à ce moment-là. Donc, effectivement, je pense que là, il y a eu, à quelque part, on a été submergé d'informations sur cette question-là, puis probablement plus que ce que ça représentait réellement, effectivement. En même temps, moi, j'étais content de voir qu'on avait des journalistes de tous les horizons qui étaient présents et qui couvraient ça, parce que ça nous permettait aussi de faire la part des choses. Quand on triangule l'information, puis qu'on voit qu'un tel média nous dit on a 100 000 personnes, l'autre nous dit on a 40 000, l'autre nous dit on a 60 000, puis là, on finit par finalement avoir un portrait qui est plus réel, puis qui élimine un peu ces billets-là. Donc, plus on en a, mieux on est couvert, selon moi, comme citoyen. Plus il y a de presse qui occupe cet espace-là, plus on a tendance à avoir un portrait qui est plus réaliste, je pense. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire qu'à un certain point, on en a soupé là, de cette information-là, puis on était submergé de ces quelques 120 camions qui étaient là-bas, là, finalement, puis qui représentent une assez faible minorité canadienne. Parfait. Ça fait le tour? Moi, ça fait le tour. Moi, j'aurais une toute dernière question pour finir. Dans ce cas, on parlait des médias. Simplement, vos médias préférés. Moi, j'aime bien demander ça aux invités qu'on reçoit. Où est-ce qu'ils s'informent? Autant dans un cadre universitaire où vous avez fait de la recherche, puis un cadre plus professionnel sérieux, mais aussi juste le samedi matin avec son café. Qu'est-ce qu'on lit quand on est Pierre-Olivier Saint-Arnaud? Qu'est-ce qu'on regarde pour s'informer? Je suis assez versatile. J'ai pas tant de préférence. J'aime beaucoup, bien évidemment, le classique. Là. Je lis Mon Devoir, je lis ma presse. J'aime beaucoup aussi l'actualité. Du point de vue américain, j'aime beaucoup aussi CNN et Politico. Donc, ce sont deux que je lis beaucoup. Jusqu'à un certain point, je lisais aussi beaucoup Mother Jones, mais se sont un peu plus radicalisés dans les derniers temps. Puis j'ai un peu abandonné Mother Jones. Mais ouais, c'est pas mal ça. De temps en temps, le Guardian, mais je dirais de moins en moins. Est-ce que vous prenez un peu d'informations
pas pour faire de la recherche, puis pas pour avoir de l'information que j'appelle réfléchie ou concrète, mais pour suivre le fil d'actualité. Est-ce que, moi j'ai des invités qui nous ont dit qu'ils utilisaient par exemple Twitter juste pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la journée. Ouais. Tu swipes 2-3 coups de doigt puis tu as au moins un résumé de qu'est-ce qui vient de se passer. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose Ouais, je le fais avec l'application de Radio-Canada notamment. OK. Mais je le fais aussi avec une application qui s'appelle Feedly. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je vous conseille Feedly. Prendre ça en note en même temps. Feedly. C'est une application qui vous permet d'aller sélectionner les médias à travers le monde qui vous intéressent. Puis notamment leurs dossiers qui vous intéressent. Fait que par exemple, vous dites, bon ben moi, le Devoir avec politique québécoise, ça m'intéresse. Fait que là, on va choisir politique québécoise dans le Devoir. Puis quand on consulte le Feedly, c'est comme un Facebook, mais juste de nos médias qu'on a sélectionnés. Puis on a juste des articles de ces, mettons, de ces médias-là avec les angles d'analyse qu'on a choisis. Fait que c'est super intéressant, puis ça permet d'en sélectionner partout dans le monde. Fait que c'est une belle façon facile de s'informer, puis ça se lit dans le lit, ça se lit dans l'autobus. C'est vraiment... Fait que tu sais, on est sur notre application, puis au lieu de scroller de descendre sur Instagram ou sur Facebook, ben vous le faites sur Feedly, vous allez en sortir plus intelligent. Ouais, c'est ça, on croise plein de conneries. Puis C'est ça. Bon, ben excellent. Est-ce que moi, c'est plus... Est-ce que vous avez des conseils de lecture sur l'espace? Propagande sur... ouais, on peut finir avec ça. Ouais, on peut faire ça, parfait. Oui, là, je suis en train de lire Moon Baron. C'est sur justement la commercialisation privée de l'espace. C'est vraiment intéressant. On parle notamment de Bezos et de Musk dans cet ouvrage-là. Fait que je vous invite à aller voir ça. C'est Moon Baron ou Space Baron? Là, parce que je lis aussi Moonshot, qui est sur l'épopée de la Lune, mais c'est peut-être Space Baron. Peut-être que je me trompe entre les deux. C'est très intéressant. Sinon, du point de vue persuasif, je suis retourné dans la base. En fait, j'ai recommencé à lire sur qu'est-ce que la rhétorique, qu'est-ce que la persuasion. J'ai envie de diversifier un peu les ouvrages que je fais lire aux étudiants, notamment au bac à ce niveau-là. Fait que je suis en train de lire. Il y a une collection que j'aime beaucoup, qui est un de mes amis qui m'a présenté cette collection-là que je connaissais pas en anglais, qui s'appelle Very Short Introduction. Il y a au-dessus de 700 ouvrages là-dedans. C'est des ouvrages d'environ 100 pages sur un sujet X, Y, Z très particulier. Un équivalent d'un que sais-je, mais plus poussé scientifique qu'un que sais-je. En fait, la formule, elle est hyper intéressante. On demande à un expert du domaine de parler de sa vision personnelle sur cet item-là. Et là, je suis en train de lire The Very Short Introduction of Rhetoric. Et donc, je lis un prof d'université américain qui nous parle de l'histoire de la rhétorique, qu'est-ce que c'est, où on en est là-dessus. Je lis aussi Very Short Introduction sur le leadership. Donc, c'est pas mal les ouvrages que je suis en mode lecture là, ces temps-ci. Quand on parle de job, là, quand on parle d'ouvrage intellectuel, mais sinon en ouvrage pour le plaisir. Je suis en train de lire, je lis des nouvelles de Philip K. Dick, qui est un auteur de science-fiction. Donc, j'étais en train de lire là, Total Recall, qui ont fait une adaptation au cinéma aussi. Ça, donc, il y en a eu deux, non? Il y en a eu deux, un remake, effectivement, avec Colin Farrell, le deuxième. Donc, ouais, je suis en train de lire ça pour le plaisir. Parfait. Excellent. Mais écoutez, M. Saint-Arnaud, on vous remercie d'être venu vous prêter au jeu. Mais ça fait plaisir. Ça a été des discussions extrêmement intéressantes. Merci pour l'invitation. J'étais très heureux de pouvoir me joindre à vous. Je me trouvais très honoré d'être dans le même bureau que l'a été Mme Lacroix ou M. Lucier. Ou, nous deux mêmes. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.